Bienvenue sur Sud Radio, on est le 15 juillet. Et le 15 juillet, eh bien il se passe des choses, beaucoup de choses sur la route du Tour de France. Salut Quentin Cavanis. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et oui, c'est vrai qu'il s'est déjà passé pas mal de choses aujourd'hui. 14e étape de ce Tour de France entre Annemasse et Morzine, les portes du soleil. Salut Rémi Dos Santos. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ? Ça va très très bien. Fatigué par ce début d'étape. Ce début d'étape a été absolument colossal. Les Alpes vont probablement déterminer un nouveau maillot jaune ou pas. Il va y avoir une grande bataille dans ces Alpes et la bataille va commencer aujourd'hui. Salut Vincent Barthaud. Salut à tous, ça va ? Mais comment ça va Vincent ? T'as l'air d'aller bien, hein ? Ouais, ça va, oui, on fait aller. On est quand même bien placé par rapport à eux qui pédalent, là, les pauvres, c'est dur, hein. Ah là aujourd'hui c'est franchement difficile pour les coureurs du Tour de France. Effectivement, on le disait, une terrible étape aujourd'hui, la première véritable 100% Alpes avec beaucoup de cols répertoriés. On fera le point dans un instant. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées aussi depuis le début de cette étape. Pascal Chanteur, si tu nous entends bien, comment vas-tu ? Bonjour à toutes et tous. Ça va Pascal ? Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend bien. Ça va un petit peu mieux parce qu'il y a eu un départ d'étape terriblement difficile. Il y a eu une très grosse chute, une au sol. Et sur cette chute, il y a eu 2 abandons et quelques kilomètres après, lorsque la course a repris. Notre Français Bardet. Effectivement, on a eu un abandon qui nous a crevé le cœur aujourd'hui, Rémi Dos Santos, mais il n'y en a pas eu qu'un seul abandon. Le début de la course a été rocambolesque. Oui, c'est parti tambour battant, hein. Aujourd'hui, il fait chaud, ça monte, ça descend, il y a eu beaucoup d'attaques et beaucoup de chutes. On a beaucoup d'abandons répertoriés aujourd'hui. Pascal vient de le dire, Romain Bardet malheureusement a chuté dans la descente de la première difficulté du jour. Il n'a pas pu repartir. On a également eu l'abandon de James Shaw qui est tombé lui aussi au même moment que Romain Bardet. On a Antonio Pedrero qui a abandonné aussi. Esteban Chavez a dû mettre pied à terre. Voilà, on a eu 6 ou 7 abandons depuis le début de la journée. C'est très très difficile et ça roule très très fort, très très vite depuis le début de la journée. C'est pas impossible qu'il n'y ait pas d'autres défaillances si ce n'est d'autres abandons. Ouais, parce qu'au tout début de l'étape aujourd'hui, il y a eu une chute collective dans le peloton d'une vingtaine de coureurs, dont Jay Hindley notamment, 3e du général. Comment on l'explique ça, cette chute collective, les chutes du jour c'est Vincent, tu vois un élément d'explication, peut-être trop de tension dans ce peloton aujourd'hui ? Non, pas forcément, non, mais des fois une chute, pas de chance. Ça glissait aussi. Ouais, hein. voilà, pas de chance, c'est une chute, c'est vite arrivé, hein. Il suffit du moindre petit accro, voilà, et puis tu fais tomber tant de coureurs, on n'a pas trop bien vu la chute de Bardet, mais la première, la grosse où ils sont tombés à une trentaine, ils ont glissé dans un virage, mais bon, voilà, il suffit d'un coureur, une inattention de une petite seconde, et puis c'est la catastrophe, hein. Ouais, et la team DSM donc qui perd son leader aujourd'hui, leader qui était dans le top 20 accompagné par la FDJ. C'est ça qui est. Oui. Qui était dans le top 20 du général aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur les informations multisports. Rémi Dos Santos, beaucoup de choses, d'autres du rugby notamment aujourd'hui puisqu'il y avait le rugby championship. Oui, le rugby championship, mais surtout hier soir, jour de fête nationale, jour de fête française en rugby, puisque les Bleuets de Sébastien Calvet ont remporté le championnat du monde U20 hier en Afrique du Sud. Succès en finale 50-14 face à l'Irlande. 7 essais inscrits durant cette finale. 3e titre consécutif pour la France après les succès de 2018 et 2019. Et donc, tu le disais, ce matin, il y avait la 2e journée du rugby championship. La Nouvelle-Zélande l'a emporté 35-20 contre l'Afrique du Sud. L'exploit, il est venu de l'Australie où l'Argentine a battu les Wallabies à la dernière minute, 34-31. En tennis, la finale du simple dame a débuté à 15h à Wimbledon. 11 Jabber, finaliste l'an dernier, affronte Marketa Vondrousova. En jeu, un premier titre en grand chelem en carrière pour l'une des deux joueuses. Demain, la finale opposera les deux numéros 1 mondiaux chez les hommes, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Hier en demi-finale, ils ont battu respectivement Daniil Medvedev et Yannick Sinner. Et puis en football, le mercato bat son plein. On a eu pas mal d'officialisations ces derniers jours. On pense à Renan Lodi qui
qui a signé à l'Olympique de Marseille. Il y a Philippe Keun, le gardien suisse, qui s'engage à Monaco. Et puis on a aussi des départs en Ligue 1. Loïs Openda qui s'est officiellement engagé à Leipzig. Lens qui va aussi peut-être certainement perdre Seko Fofana, qui devrait rejoindre Al Nasser en Arabie Saoudite, un de plus. Et au rayon des arrivées en Arabie Saoudite, on pourrait également avoir Fabinho, le milieu de terrain de Liverpool, passé par Monaco, qui pourrait s'engager du côté d'Al Ittihad. Donc voilà, beaucoup de transferts et une nouvelle fois toujours beaucoup du côté de l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup, Rémi Dos Santos. On va faire un petit peu le cyclisme pour les nuls là, parce que avant de prendre l'antenne, il y a quelques minutes, on avait une grosse situation à l'avant avec beaucoup de coureurs très talentueux. Une petite dizaine de coureurs avec Alexei Lutsenko, Mikel Landa, Wout Poels, Thibaut Pinot était à l'avant, Daniel Martinez, Michael Woods, Giulio Ciccone, tout ça. Beaucoup de monde, mais depuis, la Jumbo-Visma vise complètement la course. Il n'y a plus que 27 secondes d'avance sur le peloton. Pourquoi la Jumbo-Visma fait ça, La victoire d'étape. Je pense que à 60 km. Après, ils sont pas cohérents depuis le début du tour. On l'a dit la semaine dernière, on l'a dit il y a 2 semaines. Donc, on en parlera tout à l'heure. Je ne vois que ça. Moi, je pense qu'ils veulent évidemment essayer d'évincer au maximum les coéquipiers de Tadej Pogačar, parce qu'ils ne lâcheront pas de cette manière Tadej Pogačar, mais aussi ils visent la victoire d'étape pour Vingegaard ou un Van Aert, peut-être. Ça m'étonnerait qu'il passe Jouplan, mais ils perdent du monde du coup, parce que tu vois, Christophe Laporte. Après, Laporte, c'est pas son terrain de jeu favori, mais pourquoi si loin? Moi, je suis. Ils essayent là on a passé les 3 premières difficultés qui étaient des difficultés pas faciles, mais qui étaient plus faciles que ce qu'on est, parce que là on est dans le col de la Ramaz, 14 km à 7,1%, donc là on est dans des premiers pourcentages et un long col qui peut faire mal aux organismes. Et ensuite on ira vers Jouplan, qui sera le juge de paix de cette étape. Et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont embrayé à partir de là depuis quelques kilomètres, justement pour profiter de ces 2 grosses ascensions. Et oui, et là on a donc, comme tu le disais, 13,9 km d'ascension, encore 10,6 km. Faudra surveiller particulièrement le kilomètre 8 de ce col. À partir de là, la route va se cabrer sur 2 ou 3 km là, à plus de 10,5%. Ça peut être propice à une attaque. Faudra surveiller cette partie-là, notamment chez les favoris. Vincent Barthaud, un petit mot sur cette façon dont Jumbo gère la course là actuellement. Mais ouais, il la gère, mais attention, il y a peut-être Pogačar qui, vous savez, il fait très chaud encore aujourd'hui et il aime pas la chaleur. On a vu un équipier de la Rosée tout à l'heure, et peut-être que les Jumbo essaient de rendre la course plus difficile pour lui. Alors peut-être qu'on va assister à une surprise. Attention, quand on voit Laporte lâcher, mais il a roulé pendant plus de 30 bornes, c'est bien calculé avant. On lui dit tu es capable de rouler à telle période jusqu'à telle voilà, et après tu te relèves. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, parce qu'il fait très chaud et Pogačar est peut-être pas dans une grande journée. Ouais, on a vu Pogačar hier. Je t'entendais dire 60 km, Alexandre. C'est rien en fait, 60 bornes, c'est vite passé, attention. Avec la descente et la vallée, ça va aller très vite. Puis à cette vitesse-là. Oui, non mais dans 1h15 à peu près, ça va être terminé. 1h20. Ils vont finir plus tôt que prévu en s'étant arrêté 25 minutes. Pour dire le rythme. En tout cas, le peloton qui lâche des coureurs. Warren Barguil à l'instant, Valentin Madouas aussi, le champion de France. Il y aura une grande interrogation. On va se la poser d'ailleurs cette question dans quelques minutes sur Sud Radio. On a vu hier Pogačar meilleur au punch. C'est pas une nouveauté face à Jonas Vingegaard. Sera-t-il capable d'encaisser des cols à plus de 10 km aujourd'hui dans la chaleur? Là, c'est une nouvelle donnée auquel va devoir se confronter Tadej Pogačar aujourd'hui. Vous aurez l'intégralité de cette course jusqu'à l'arrivée à Morzine, les Portes du Soleil, derrière à la fin de la descente, derrière le col de Jouplan. Ben O'Connor aussi qui lâche. Dans un instant sur Sud Radio, on va parler de gains marginaux sur le vélo. On reviendra aussi sur la deuxième semaine. À tout de suite. Sud Radio fait son tour sur Sud Radio jusqu'à 18h. Elle arrive aujourd'hui à Morzine, les Portes du Soleil, la 14e étape en ce 15 juillet, étape alpestre aujourd'hui avec
Eh bien, un scénario auquel on ne s'attendait pas forcément, un regroupement quasiment là à 60 km de l'arrivée dans le col du Ranna, avec un homme en tête, Giulio Ciccone, le coureur de la Lidl Trek qui est en tête, le col de la Ramaz pardon, qui est le théâtre pour l'instant de cette démonstration de force de la Jumbo-Visma qui est en train de visser, ce qui a coûté cher d'ailleurs, Rémi Dos Santos à Thibaut Pinot qui faisait partie des échappés et qui, comme Madouas ou Warren Barguil, vient de lâcher dans le peloton. Oui, c'est difficile là pour les coureurs de suivre le rythme imposé par les Jumbo, en l'occurrence c'est aussi Tej difficile Benoot pour les Jumbo, c'est ça qui est... Nathan Van Hooydonk n'a pas tenu très très longtemps. Il y avait Christophe Laporte qui s'était déjà décalé quelques centaines de mètres plus bas, et c'est dur pour Thibaut Pinot, c'est dur là pour Mikel Landa qui était dans le groupe également d'attaque. Ça lâche les uns après les autres. Michael Woods également, le vainqueur du Puy-de-Dôme, a lâché il y a quelques instants. Il reste malgré tout les principaux favoris, et du côté de l'UAE, il reste 4 coéquipiers à Tadej Pogacar. Il doit dû rester du Maïka, du Gross Schartner, du Adam Yates bien évidemment. Jay Hindley est là avec Emmanuel Bourman, le champion d'Allemagne, son coéquipier, et puis il n'y a pas d'autres lâchés de grande envergure, hormis malheureusement, tu l'as dit, Thibaut Pinot, Valentin Madouas, Warren Barguil, les Français quoi. Et on rappelle aussi tout à l'heure l'abandon malheureusement de Romain Bardet, le coureur tricolore qui n'a pas tenu après une chute, une violente chute quand même en descente pour Romain Bardet. D'autres abandons du jour avec James Shaw, notamment Esteban Chavez, qui ont dû quitter la route du Tour de France aujourd'hui. On rejoint, on va parler des gains marginaux. Rémi Dos Santos, on est avec Vincent Marteau, Pascal Chanteur, Quentin Cavanis, Adrien Abadi. On est avec Jean-Christophe Ratel, fondateur de Écoille. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à vous. Vous êtes fondateur donc d'Écoille, qui est donc une marque qui est implantée dans le vélo. Vous produisez de l'équipement au niveau du vélo. C'est une marque qui a aujourd'hui 22 ans, et vous êtes bien implanté justement dans le peloton, puisque vous fournissez quelques équipes du World Tour, à commencer par Cofidis ou Israël Première Tech notamment. On a 4 équipes cette année, donc Arkea Samsic, Lotto Destiny, Cofidis et Israël Premier Tech. Et on a déjà 3 victoires d'étape, 2 avec Cofidis et 1 avec Israël Premier Tech. J'espérais beaucoup de Warren Barguil avec Arkea, mais il n'a vraiment pas de chance parce qu'il est tombé en début d'étape. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il aurait pu nous décrocher une étape cette année. C'est pas encore fini, il reste encore une semaine. Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de votre entreprise qui est basée dans le sud-est, du côté de Fréjus, il me semble. D'où c'est parti? Ça existe depuis plus de 20 ans, 22 ans, je le disais. Quelle est l'histoire d'Écoille, tout simplement? Créé en 2001. Moi, avant de créer Écoille, j'étais responsable pour une société italienne qui s'appelait Veta, qui faisait déjà beaucoup de sponsoring. On avait des coureurs comme Richard Virenque en compteur, en casque. Et donc, j'ai créé Écoille. Au départ, on faisait des casques, des lunettes. Puis après, on a fait du textile, puis des chaussures. Et petit à petit, on s'est développé. On s'est développé beaucoup par Internet parce qu'on ne vend Écoille que par Internet et partout en Europe. Et on a commencé à attaquer les États-Unis maintenant, Canada, Australie, toujours en direct. C'est pour ça que le Tour de France, c'est quelque chose d'important pour nous parce que ça donne vraiment à la marque une visibilité mondiale. Alors, on le disait, vous travaillez avec 4 équipes qui sont sur ce Tour de France. Mais quand on débute, comment on fait pour développer ses équipements? Vous le disiez, du textile, des casques. Comment on fait pour se faire connaître, et comment on fait pour travailler auprès des équipes? Comment ça se passe? Alors, au début, on a commencé avec des petites équipes. Clairement, on avait à l'époque un lien avec Stéphane Javalet, qui a toujours une équipe, Big Mat Aubert. Et on a commencé après Agritubel en 2009. On avait gagné d'ailleurs une étape du Tour avec Brice Feuillu. Puis après, on a eu AG2R. On est resté 8 ans avec AG2R. C'était dans les Pyrénées, non? Andorre Arcalis. Oui. Andorre Arcalis, c'est ça. Quel souvenir. Brice, c'était fabuleux parce que c'était la première fois qu'on voyait vraiment à la télé. Et puis il avait fait une étape extraordinaire. C'était sa première année de professionnel en plus. Et il avait battu des noms comme Armstrong.
Enfin, c'était top, quoi. Et c'est la première fois qu'on a été vraiment visible à la télé. Donc, on a commencé avec des petites équipes. Et puis après, on est rentré dans le World Tour avec AG2R pendant 8 ans. Et avec eux, on a beaucoup appris. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des équipes, il faut leur donner le meilleur matériel possible. Et on compte vraiment sur le feedback des coureurs pour faire évoluer les produits. Et je peux dire que maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le milieu professionnel et c'est grâce à ça que les produits ont évolué. Alors justement, vous le dites, il faut offrir le meilleur équipement possible aux coureurs. Je suppose que du coup, c'est quasiment du sur-mesure ou en tout cas équipe par équipe parce que la Cofidis ne demande pas la même chose que l'Auto Destiny et vice-versa. Non, ils ont tous les mêmes équipements. Par contre, c'est du sur-mesure sur le textile parce que les coureurs, bien évidemment, ont une morphologie très particulière. Ils sont en général très, très minces, très longs. Et donc, on doit leur faire du sur-mesure obligatoirement. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on va, en octobre, préparer, voir les coureurs en fin de saison. Donc, les nouveaux coureurs qui arrivent dans l'équipe, on leur prend leurs mesures pour leur préparer leur textile de l'année d'après. Le but, c'est donc de les voir fin octobre, de leur donner l'équipement fin décembre, pour qu'ils puissent l'utiliser en janvier, début de la saison, puisque la début de saison commence en janvier, ça part en Australie, puis après février, ça y est, c'est déjà les courses en France et dans les Émirats, et puis mars, c'est Paris-Nice, enfin ça va vite, quoi. Un coureur, c'est combien de textiles, de casques, d'équipements, ça représente combien en quantité à peu près? Pour une équipe, c'est à peu près 500 casques. Alors, il faut savoir que ils ont trois casques qui vont sur 3 fronts. Donc, dans chaque casque, dans chaque car, il y a un casque. Les coureurs ont leur casque pour la course. Ils ont des casques d'entraînement. Un coureur, ça a 3 casques différents. Il y a un casque pour les sprinteurs, un casque aéro et un casque très ventilé. Plus un casque chrono contre la montre spécifique. Donc, 4 casques spécifiques pour un coureur. Après les lunettes, il y a une dizaine de paires à l'année, ou une vingtaine de paires à l'année. Et textile, il y a de nombreuses pièces, quoi. Il y a à peu près, il y a 5 cuissards différents. Il y a un cuissard anti-abrasion en cas de chute. Il y a un cuissard épais pour l'hiver. Il y a un cuissard très léger pour l'été. On a des combinaisons aéro, parce que l'aérodynamisme, ça a de plus en plus d'importance, plus seulement dans les contre-la-montre, mais aussi dans les étapes en ligne. Enfin bref, il y a énormément de pièces. Justement, vous parlez de l'aérodynamisme. C'est très impressionnant. Comment vous travaillez au quotidien pour offrir du matériel de plus en plus qualitatif, évidemment, mais qui surtout permet aux coureurs de gagner un petit peu plus? On parle justement, on l'a évoqué, les gains marginaux, ça se fait aussi au niveau de l'équipement, du casque, du vélo, des lunettes. Comment vous travaillez au quotidien là-dessus? On a des consultants en aéro, donc on a, en fait, pour une équipe, pour notre équipe, nos équipes sponsoring, on a 3 personnes à temps complet plus des consultants. Et notamment pour l'aérodynamisme, on travaille sur les casques et sur les textiles. Pour vous expliquer, on a un mannequin. On fait tous les tests sur mannequin. Après, on valide ces tests par ordinateur. Puis après, en soufflerie avec les coureurs. Et voilà, on travaille de façon assez empirique et à la fois très technique. Et après, on teste tout, en fait. Sur l'aéro, il faut tout tester, parce que ce qui est bon pour l'un n'est pas obligatoirement bon pour l'autre, quoi. Et oui. On va faire une petite question. Tiens, Vincent Barthaud, notre consultant Sud Radio, ancien maillot jaune en 84 pendant 12 jours, vainqueur d'étape sur le Tour de France. Vincent, est-ce que tu avais autant de matériel à l'époque dans les années 80? Ouais, non, bien évidemment que non. Moi, j'aurais bien aimé connaître Jean-Christophe. Je voudrais d'ailleurs lui poser une petite question. Vas-y, avec plaisir. Jean-Christophe, bonjour. Pourquoi l'appellation Écoille? C'est dur. Non, ça ne veut rien dire. À l'époque, en 2001, il y avait 2 success stories, Ikea, Nokia, et donc on s'est inspiré un peu de ça. Et les trémas, c'était pour être différent. Et déjà, je pense en 2001, on avait la volonté d'être différent des autres. On ne voulait pas être franco-français, on ne voulait pas être italien, parce que c'était un peu la mode en 2001 avoir des connotations italiennes ou américaines. Et nous, on voulait rester différents. Voilà. Et il fallait que ce soit court pour être apposé sur des lunettes, sur les branches de lunettes ou sur les casques. Ouais, génial. Oui. Après, moi j'ai beaucoup de nouvelles avec Gilles Sanders, avec la petite Vandenbroek, qui travaille pour toi sûrement. Donc. Oui. Gilles s'occupe de l'Espagne. Et bon, c'est un fidèle ami depuis longtemps. Ouais. Et Céline, en effet, la fille de Jean-Luc, s'occupe du Benelux et va nous rejoindre au service communication. Elle était sur le Tour d'ailleurs ces 3 derniers jours. Et Vincent, génial. Je suis content de t'avoir en ligne parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ta carrière, parce que c'était un attaquant incroyable.
Et puis j'ai entendu dire que tu avais une bonne reconversion, donc félicitations. Oui, ça va. Bah merci. Bah moi, je serais enchanté aussi de faire ta connaissance, mais on arrivera à se voir. On attend pour les contrats. Tu es sur à Paris. On va passer les numéros. À Paris. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bon, voilà, on fait des connexions nous sur Sud Radio. Question de Quentin Kévanis. Moi, je voulais savoir justement, vous parliez de la différence entre les casques. On visualise évidemment entre, par exemple, le casque de contre-la-montre et celui qu'ils ont là sur les étapes traditionnelles. Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente comme différence, par exemple, en termes de gain de temps sur une étape? Est-ce que si on part avec un casque classique en contre-la-montre, on va perdre énormément de temps comparé à un autre casque plus spécifique, ou ça se joue pas là? Alors en fait, sur les casques, les chronos, les contre-la-montre, tout le monde est unanime. Le casque chrono est indispensable parce que ça permet d'être vraiment plus rapide et on enregistre des gains qui sont considérables. Ça peut aller de 10 secondes à 1 minute. Donc le casque est très 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 important, comme le vélo, comme les roues et comme la combinaison. Pour les autres casques, nos casques, il y a le casque ventilé, après, qui a une vingtaine de ventilations et qui en général est très léger, pèse 210 grammes, et le casque aéro qui n'est pas vraiment un casque contre la montre, qui n'est pas vraiment un casque ventilé, qui est un mix entre les deux. Et là, les coureurs, depuis 2-3 ans, sont très très sensibles à l'aérodynamisme, même pendant les étapes classiques. Parce qu'ils se disent que plus ils sont aéros, moins ils dépensent de watts, moins ils dépensent d'énergie, et ça joue vraiment. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez vu Michael Woods dans l'échappée, il a un casque aéro, même s'il fait très très chaud. Et il porte une combinaison aussi d'ailleurs. Mais quand on est dans ce domaine-là, c'est une course entre guillemets, hein, je mets des grands guillemets, à l'armement, à la performance, à être toujours le meilleur. Ça vous demande un travail d'actualisation de vos équipements qui doit être colossal. C'est super parce que clairement, les équipes, il y a 10-15 ans, quand on signait un contrat avec une équipe, c'était financier et le produit après. Maintenant, c'est d'abord le produit et le financier passe après. Et on a des équipes comme Israël, comme Cofidis d'ailleurs, Cédric, il est très 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 pointu sur l'innovation et on travaille vraiment conjointement avec les directeurs de performance et c'est vraiment l'innovation et les gains marginaux sont devenus vraiment une nécessité, c'est plus un luxe. Super intéressant, même absolument passionnant, Rémi Dos Santos. Et donc j'allais dire que tout ce qu'on fait pour les pros, eh ben on en fait bénéficier après nos consommateurs classiques, quoi. Et on a créé un tissu qui a été développé avec la NASA, qui s'appelle une fibre Outlast, qui garde frais quand il fait chaud et qui garde chaud quand il fait frais. Et les coureurs d'Israël Premier Tech utilisent ce tissu. Et je pense que c'est un réel avantage. Ça a en plus un effet placebo, c'est que les coureurs sont conscients d'avoir un tissu différent, donc d'être avantagés par rapport à leurs concurrents. Peut-être une dernière question, Jean-Christophe, si on a un petit peu de temps. Au niveau sur les grandes courses et notamment le Tour de France, évidemment, c'est une vitrine pour la marque. Et évidemment, quel est votre travail, vous et à vos équipes, évidemment, sur la grande boucle? Alors vous, là, je ne sais pas si vous êtes sur place, mais vous disiez qu'il y en avait quelques-uns. Quel est votre travail auprès des équipes, peut-être des conseils? Comment ça se passe sur ces 3 semaines? Non, au Tour de France, je dirais que tout est fait. Alors, on a 2 personnes qui vont au départ pour vérifier avec les équipes si tout est OK, s'ils ont tous les casques, si tout fonctionne bien. Ensuite, moi, je vais à chaque journée de repos. Ça me permet de voir les managers, de voir aussi les agents de coureurs et de voir aussi les coureurs qu'on suit parce qu'ils font partie de la famille Écoille et de l'aventure Écoille. Hein. Ce sont des ambassadeurs incroyables et ça me fait plaisir de les rencontrer sur les journées de repos où c'est assez relax et parce que je veux pas les déranger pendant les étapes. Et en général, comme le disait Vincent, on va à la fin, le dernier jour. Et Céline, par exemple, va faire le dernier soir le repas avec Lotto. Pietro va être avec Israël. Moi, je vais être avec Cofidis, avec Cédric, pour participer à la fête de fin de Tour de France.
Et puis si vous êtes pas toujours, voilà, il y a aussi des amateurs qui sont pas en extrême recherche de performance. Il y a aussi des superbes de superbes articles sur le site d'Ekoi avec j'ai vu d'ailleurs de très jolis casques un petit peu vintage. J'ai vu des choses très très jolies avec vraiment beaucoup de matériel sur le site de Ekoi. Merci beaucoup Jean-Christophe Rattel d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir. Un grand plaisir partagé sur l'antenne de Sud Radio et sur cette émission dédiée au Tour de France. Et on fait passer les numéros, vous inquiétez pas. On va vous mettre en contact, Vincent Barthaud et Jean-Christophe Rattel. Il n'y a pas de problème. C'est ça l'équipe Sud Radio. Allez, à tout de suite sur notre antenne. On est à la fin du col de la Ramaze. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes bien installés, j'espère, chez vous, dans votre voiture, où que vous soyez. On est à la fin du col de la Rama avec le peloton, la tête de la course qui est aussi le peloton. C'est la particularité de cette course aujourd'hui. On a 52 km de l'arrivée et la Jumbo-Visma n'a laissé aucune chance, on le rappelle, Rémi Dos Santos, à un groupe de coureurs pourtant fort sur le papier, mais aucune chance laissée par la Jumbo. On avait des vrais très bons grimpeurs, Mikel Landa, Thibaut Pinot, Guillaume Martin notamment, qui se sont tous fait avaler. Giulio Ciccone a été le dernier à être repris et désormais on a donc, comme tu le disais, ce groupe, ce peloton maillot jaune, ce peloton des favoris mené par les Jumbo. C'est Van Aert qui roule actuellement aux côtés de Dylan Van Baarle. Il y a aussi Sepp Kuss, Wilco Kelderman et Jonas Vingegaard bien évidemment qui sont là. Je crois que Van Baarle s'est écarté, c'est fini, donc il n'y a plus que 4 Jumbo. Il y a 4 aussi. Non mais c'est bien, ils arrivent à s'écrémer tout seuls. Allez, ils ont roulé, voilà, surtout ce col de la Ramaze. Je me permets d'émettre quelques doutes sur cette tactique. Mais là il y a un UAE qui est en train de se faire lâcher, je crois. Carlos Soler, c'est très très dur pour l'espagnol de l'UAE. C'est très dur pour j'ai dit Carlos Soler, oui, Marc Soler. Carlos Soler, c'est un joueur de football qui est peut-être meilleur au cyclisme. J'aurais pu dire Mauricio Soler, l'ancien vainqueur du maillot à poids, le Colombien qui malheureusement a arrêté sa carrière après une chute. Non, oui, Marc Soler, bien évidemment. C'est dur pour lui, mais c'est dur surtout pour Tom Pidcock qui fait le yo-yo depuis tout à l'heure, tout comme Emmanuel Bourman, le champion d'Allemagne. C'est son truc. C'est dur là. Le tempo est soutenu et c'est dur pour ceux qui sont moins bons sur qui sont pas des purs grimpeurs comme les Tom Pidcock. Marc Soler, c'est un petit peu plus étonnant quand même. Mais à 1,4 km de l'arrivée, ils sont à une vingtaine de mètres du groupe. Ça devrait rentrer dans la descente. C'est Van Baarle aussi a sauté. Van Baarle, c'est fini. C'est Van Aert qui a pris le relais. Alors il va faire toute la fin du col, toute la descente, toute la vallée avant la montée vers Jouplane. Il va faire à peu près. Il va aller gagner l'étape. Là, on ne sait pas jusqu'à quand est parti Van Aert, mais il a pris le lead. Van Aert, et derrière, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Ça peut aller très très vite. Les UAE sont relativement tranquilles. Ils sont 3, Adam Yates et Maïka. Il se montre Yates le plus possible. Ouais. Attention évidemment à Adam Yates. Et puis après, on a Castroviejo et Rodriguez, David Gaudu et là Guillaume Martin pour les Français. Simon Yates a encore un équipier, c'est Chris Harper. Pello Bilbao est là et puis Jay Hindley. Il est encore là, évidemment. Chris Harper, comme hier. Exactement. Pour l'instant, il arrive à tenir, il arrive à rester auprès de son leader. David Gaudu, lui, par contre, est tout seul. Surprenante quand même cette année, plutôt intéressante ce qui est capable de produire la Jayco. On a vu aussi Jay Hindley évidemment qui est là malgré sa chute en début d'étape. Vincent, est-ce que c'est conforme? Est-ce que tu imaginais là cette course qu'on a pour le moment? Oui, non, pour l'instant c'est tellement dur que on essaie de faire le moindre effort possible. Après la Jumbo elle roule parce que c'est normal, ils sont c'est comme d'habitude quoi. Et puis après Pidcock qui est en train de faire la plus mauvaise affaire en fait, puisque il est lâché comme ça 1,5 km. Il va falloir qu'il se fasse vraiment très mal pour revenir dans la descente, parce qu'1,5 km de montée quand tu lâches c'est long. Il peut perdre 1 minute ou 2. Après si ça se relève pas dans la descente, il va peut-être pas revenir comme ça, donc ça serait lui qui ferait la mauvaise affaire pour l'instant. Très bon descendeur, Tom Pidcock. Bon descendeur, très bon descendeur. Et il enlève le cerveau quand il descend. Et il est agile, très agile, petit corps, vraiment très très agile. Notre ami Tom Pidcock qu'on a vu très intéressant hier sur l'arrivée au Grand Colombier. Voilà, cette étape est bien lancée. On va revenir un petit peu sur cette deuxième semaine de course. Je vais vous demander, on va faire un tour de table, je vais vous demander un mot
un seul pour qualifier cette deuxième semaine de course. Dans la note que je vous ai transmise, voilà, je vous ai remis un petit peu les vainqueurs, les profils de ces derniers jours. Et puis, on va justement écouter dans quelques instants quelques réactions, notamment pour David Gaudu, des réactions aussi de Tadej Pogačar, de Jonas Vingegaard, de Michał Kwiatkowski, qui était hier le grand vainqueur du côté du Grand Colombier. Un mot pour qualifier cette deuxième semaine de course jusque-là. Quentin Cabanis, tiens, on va commencer par le réalisateur de cette émission, le plus grand spécialiste. Sympa. Alors vraiment, mais voilà pourquoi. C'est bon, ça fallait pas commencer par moi. Je me suis dit, allez, commence par les autres, je vais analyser et puis on verra si j'arrive à faire un remix. Mais là, sympa, ok. C'était cool à Vincent suivre, Barthaud, quel est ton choix, quel est ton mot pour caractériser cette deuxième semaine de course? Alors moi j'ai rien reçu de ta part, Alexandre. Ah, oui. Bah si, tu as la note normalement. Écoute, je vais te renvoyer ça tout de suite. Non, mais j'ai pas reçu. Mais la deuxième semaine, oui, allez, on est toujours en attente de vraiment qu'il se passe quelque chose de vraiment très fort, mais elle a été belle quand même. Il y a eu des petites attaques entre eux, rien de génial en fait. Hein. Rien de génial, c'est plutôt ça. T'as pas été forcément surpris ni emballé par cette deuxième semaine? Non, classique quoi, je veux dire. Bon, il y a des beaux vainqueurs sur des étapes et tout, mais ce qui m'intéresse c'est entre Pogačar et Vingegaard. Il s'est rien passé de spécial à part l'attaque hier aux 500 mètres. Au Puy-de-Dôme, rien de spécial non plus. Après c'est tellement dur, ce week-end est tellement dur et la fin de semaine aussi, donc demain c'est encore plus dur qu'aujourd'hui, donc on court peut-être sur une certaine réserve, mais on va voir aujourd'hui s'il se passe déjà vraiment quelque chose d'intéressant quoi. Oui, on en attend beaucoup évidemment. Rémi Dos Santos. Décevante quand on est français. Ah oui. Ah oui. Au début il a dit décevante, je dis quand même. Ouais. Non, si, j'ai pris du plaisir à regarder les étapes et il n'y a que des beaux vainqueurs, Vincent l'a dit. Mais en tant que Français, je ne peux qu'être déçu et frustré de cette semaine. Ça s'améliore pas aujourd'hui. Et ça s'améliore pas en plus. Pourtant, on a quand même eu moi je le trouve très dur. On a eu quand même des étapes passionnantes. L'arrivée à, il y a eu quand même des étapes. On s'est pas ennuyé un jour quasiment ce week-end, Rémi Dos Santos. Non, on s'ennuie pas. Cette semaine, pardon. Non, on s'ennuie pas. Ça a toujours pété de partout. Bon, si on va mettre de côté Clermont-Moulin parce que c'était une étape pour les sprinters et Philipsen a gagné, c'était prévu, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les étapes casse-pattes comme on a eu du côté d'Issoire ou Belleville en Beaujolais, c'était très intéressant. Mais voilà, malheureusement, en fait, c'est vraiment, en tant que fan de cyclisme, j'ai pris énormément de plaisir. C'est juste que on a vraiment le sentiment sur ce Tour de France que les Français sont au second rang. Heureusement que Victor Lafay a claqué à Saint-Sébastien, parce que sinon, c'est un Tour de France qui est très difficile. Après les gars, il n'y a pas que les Français. Il n'y a pas que les Français. Là, depuis qu'on est parti, il y a Vingegaard, il y a Pogačar et il y a les autres. Donc il y a des vainqueurs d'étapes qui n'ont rien à voir dans le général, donc c'est des bons vainqueurs, faut pouvoir aller gagner. Donc Victor l'a fait avec la victoire française. Michael Woods, Peyo Bilbao qui s'est replacé, Yannis Akiré, Kwiatkowski. Mais il n'y a pas de grosse bagarre entre Vingegaard et Pogačar. Il n'y a rien qui se passe. Ils se mettent des petits coups. Des petits coups. Il y a Pogačar qui remonte remonte doucement, mais sûrement. Des 8 secondes par-ci, Oui, mais il montre, il montre un petit peu tout le temps qu'il est peut-être un peu plus fort. Et est-ce que tu attends, toi, c'est le coup de grâce finalement? Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Oui, c'est l'attaque. Parce que s'il plie le tour maintenant, on sera déçus aussi. On en parlera dans quelques instants quand on fera la présentation globale de cette étape et l'oreiller de Sud Radio, parce que c'est censé se passer quand même ce week-end. Enfin, je le dis comme ça, il est censé se passer des choses ce week-end, aujourd'hui et demain entre les deux garçons. Pour revenir un petit peu sur la semaine, revenons déjà sur ce qui s'est passé. Tiens, tu parlais des Français.
les Français qu'on a peu vus, Rémi Dos Santos. Tiens, on va écouter justement Arnaud Gérard, le directeur sportif de l'équipe Arkea. Il explique un petit peu son rôle auprès d'Arkea. Et il fait aussi un constat au même moment, et ça rejoint un peu ce qu'on disait. Écoutez. Regarder les parcours et de présenter ça aux coureurs au briefing, et bien évidemment de mettre la tactique en place. C'est un point important du Tour de France. Clairement, aujourd'hui, on y croit beaucoup à l'échappée. Je pense que vous y croyez beaucoup aussi. Mon rôle sur la course, c'est de les guider, de leur dire toutes les difficultés sur lesquelles ils vont arriver, et bien évidemment de les encourager. On rentre dans la deuxième phase du Tour de France. On a peut-être été timide par moment, mais ça c'est du passé. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est voir une vraie équipe. On a été timide, disait donc Arnaud Gérard, le directeur sportif d'Arkea, qui était plutôt dans le vrai. C'est vrai que un petit peu de timidité pour l'équipe bretonne. Hier, la victoire de Michel Kwiatkowski du côté du Grand Colombier. Tiens, on va écouter le Polonais au micro de France Télévisions, montage Adrien Abadi. Une journée formidable pour nous. C'était un petit peu inattendu. Parce qu'on ne pensait pas qu'une échappée aussi grande pouvait aller jusqu'au bout. Surtout que c'est une arrivée au sommet. Le Grand Colombier, c'est très dur. Alors au début, on n'avait que 1 minute 20 secondes d'avance pendant très longtemps. C'était pas beaucoup. Puis quand j'ai entendu que c'était 4 minutes au pied du Grand Colombier, j'ai essayé de tenir mon rythme. Et c'est vraiment un rêve qui se réalise aujourd'hui d'avoir cette victoire d'étape. Une très belle victoire d'étape pour Michel Kwiatkowski, qui est aussi le résultat d'une non-course entre Pogačar et Vingegaard. C'est ce qu'on a quand même pu noter, et c'est ce que tu mettais en lumière, toi, Vincent Barthaud. Hier, que Michel Kwiatkowski gagne au Grand Colombier, je sens que ça t'a surpris que ces deux-là aient laissé quelqu'un d'autre gagner. Oui, mais Kwiatkowski, c'est pas forcément surprenant qu'il gagne au Grand Colombier. C'est quand même un coursier. C'est un drôle de coureur. Ouais, champion du monde, il gagne des classiques, il a déjà gagné une étape du Tour en 2020. Stradier Bianche, il a un palmarès. C'est un mec, s'il avait voulu aller dans une équipe de leader, en étant leader, il l'aurait fait. Voilà, donc après il s'est mis au service des leaders, il a été l'équipier, mais l'équipier de luxe. Et hier, il avait vraiment les jambes de feu, donc... Je vais juste faire une petite aparté. On me demande faut rappeler Chanchan. Il y a Chanchan qui me demande faut essayer de l'appeler, les gars, parce qu'il n'arrive pas à nous appeler au téléphone. Ah, Quentin Cavanis. Ouais. Voilà, mon Pascal Quentin. Chanteur. Ouais, non, mais Kwiatkowski hier, il s'est pas loupé. C'est un pied de luxe, mais c'est aussi un super coureur. Un très bon coureur. Il y a des beaux vainqueurs en étape. Il y a des beaux vainqueurs. Bien sûr. Voilà, j'espère qu'on va avoir de la bagarre bien entre les leaders là. Ce week-end. Ah on l'espère aussi, ça je peux te le dire. On est comme des fous là avant Jouplane aujourd'hui. On va continuer de revenir sur ce qui s'est passé hier. Et quand Pogačar et Vingegaard se sont un petit peu, quand Pogačar a remis un petit peu Vingegaard dans les cordes, mais un tout petit peu, parce qu'il a été plus solide hier, le Danois, ça a été le résultat quand même d'une montée grimpée quand même avec un sacré rythme, ce qui a encore fait coincer David Gaudu, fataliste. On l'écoute, montage Adrien Abadi. Je peux pas faire grand chose de plus niveau physique parce que je suis à 100% dans tous les cas, et je pense que j'ai comparé à Paris-Nice, je pense que ça monte 3 crans ou 5 crans au-dessus de Paris-Nice, donc je peux pas faire beaucoup plus physiquement. On est à fond, on s'accroche, mais bon voilà, c'est comme ça. S'ils sont plus forts que nous physiquement, c'est qu'ils sont plus forts, et puis voilà. Fataliste, David Gaudu, Vincent Barthaud. Oui, fataliste, oui. Voilà, quand on voit qu'il est 9e au général, et quand vous voyez qu'il y a Sepp Kuss, les coéquipiers de Vingegaard, qui est 10e, pas très loin non plus de Gaudu au général, alors que Sepp Kuss fait quand même beaucoup de travail pour Vingegaard. Donc, heureusement qu'il est là. Ouais, alors vous avez un équipier qui est 10e et un leader d'équipe qui est 9e, qui sont séparés de 30 secondes. Ouais, c'est dire que s'il est à 100%, le petit Gaudu, je suis pas sûr. C'est pas top, quoi. Il est pas, à mon avis, il est pas à 100% comme il devrait être.
Bon. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quand même globalement décevant. Pascal Chanteur qui nous a rejoint. Pascal, David Gaudu, fataliste. Pour lui, il est à 100%, mais il ne peut pas lutter dans la même catégorie que les autres. Et il avait l'air d'accepter un petit peu le message hier. Et oui, il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il était à fond tout bonnement, en disant qu'il est à 100% et qu'il y en a quand même un grand nombre au-dessus de lui. Il est juste à fond et je pense qu'il n'est pas au niveau où il aurait pu être ou dû être. Il faut se rendre à l'évidence. David n'est pas à la place où il devrait être aujourd'hui. Voilà. Et alors après il faudra analyser tout cela et je pense et je l'ai dit hier sur vos antennes que David s'est mis quand même pas mal de pression lui seul via des postures médiatiques qu'il a pu prendre et qui ne sont spécialement la manière d'aborder un événement comme lui. Ouais, l'équipe aussi. C'est tout un ensemble au niveau de la pression qui a joué. Il y a eu le psychodrame Arnaud Démare et puis l'équipe qui finalement tourne autour de David Gaudu. Non, mais quand il dit, excusez-moi, quand il dit ouais, les autres sont plus forts, il parle de qui les autres? Vingegaard et Pogacar? Oui, mais ça c'est pas une. Précède. Il est de toute façon en dessous des Hindley et compagnie. Voilà, c'est aussi Hindley, c'est les Yates. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il est leader d'une équipe. Et Kuss, qui est l'équipier de Vingegaard, il est qu'à 15 secondes Kuss par rapport à Gaudu. Il y en a un Gaudu 9e et Kuss 10e. C'est un équipier Kuss, c'est pas un leader. Il travaille toute la journée. Il est que 20 secondes après Gaudu. C'est pas tout à fait normal. Non mais je suis d'accord. Alors là je te rejoins complètement, Vincent. Je pense qu'on peut faire le constat qu'aujourd'hui Kuss est un coureur plus fort que David Gaudu et probablement que Kuss leader serait très intéressant à voir parce que il a l'air quand même très fort Sepp Kuss ouais, ça te fait mal j'ai l'impression Rémi. C'est l'abandon de Ruben Guerrero qui le fait souffrir. Oh là là, une mauvaise journée pour moi entre Romain Bardet et Ruben Guerrero, c'est vraiment ouais, coup dur pour abandon de Ruben Guerrero de la Movistar qu'on ne voit pas beaucoup bien. Jorgensen a failli sauver son tour. On va parler de la Movistar avec la Jumbo-Visma et sa façon de courir. Écoutons, tiens, Jonas Vingegaard, montage Adrien Abadi. La question c'était, qu'est-ce que c'est que cette tactique Jumbo? Réponse de Jonas Vingegaard. Yeah, I mean, alors, c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. On aime bien avoir des coureurs à l'avant. Ils peuvent toujours se laisser décrocher pour nous aider. Voilà, je crois pas que le monde du cyclisme comprenne toujours bien notre tactique, mais tant que nous c'est le cas, ça nous va. C'est un aveu qui me rassure. Je veux dire, je ne me considère pas dans le monde du cyclisme, Pascal Chanteur, mais en même temps, c'est quand même c'est sympa à entendre, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont fous. Non, mais Vingegaard, il peut dire ce qu'il veut. À un moment donné, la tactique, elle reste immuable dans le vélo. Alors après, la tactique, si vous gagnez, vous pouvez avoir la pire des tactiques du monde. Si vous passez le premier de la ligne d'arrivée, on vous dira toujours que vous êtes le meilleur. Sauf que aujourd'hui, c'est pas le cas. La Jumbo, ils prennent des tirs. Ils auraient dû gagner peut-être 2 ou 3 étapes aujourd'hui. Ils n'en ont pas gagné une. Aujourd'hui, le bilan, il est 0. Si jamais Vingegaard perd le maillot jaune, c'est bien pire encore. Les étapes où on voit Van Aert... Tige Benoît attaquer et être devant. C'était le cas dans le Beaujolais. Bien sûr, mais ça c'est juste inacceptable. Il y a des équipes qui jouent le maillot jaune, qui auraient vécu ça par le passé. Le gars, il prenait sa valise, il rentrait chez lui. Vincent a dû le connaître lui aussi lorsqu'ils avaient le maillot jaune dans son équipe. Même si ça fait bien longtemps que Vincent a couru. La tactique reste la même. Il n'y avait pas d'équipier qui partait dans les coups quand il y avait Duren, quand il y avait Armstrong, quand il y avait n'importe qui. De Pogacar, il n'y a pas d'équipiers qui vont dans les échappées. Alors aujourd'hui, on va voir.
Comme vous l'avez dit, bon, l'équipe Jumbo roule et roule encore. On va voir ce qui va se passer. Il est vrai que hier, j'ai été un petit peu surpris de l'attitude de Pogačar parce que je pense qu'il n'était pas super. Parce que lorsqu'on est capable de discuter avec ses équipiers dans le final et qu'on voit qu'il lève le pied et que l'échappée Katowski reprend un petit peu de temps, certainement qu'il était peut-être pas au mieux, même s'il a attaqué à 1 kilomètre de l'arrivée. Donc on va voir aujourd'hui. Mais la tactique, moi, il est clair, il peut dire ce qu'il veut, Vingegaard, je la comprends pas. Ouais. C'est vrai que la tactique d'hier, oui. de Vincent, rapidement. De Pogačar, elle a été. Ils ont roulé toute la journée pour la victoire d'étape. Il y avait quand même que 2,30, 2,40 sur les échappées. Ils ont été incapables de les boucher. Et en fait, ils ont roulé aussi toute la journée pour rien. Il n'a pas attaqué au kilomètre comme disait Pascal, mais Pascal, il a plutôt attaqué aux 500 mètres. Bon, pour prendre 8 secondes. Bon, d'accord. Mais je pense qu'il aurait vraiment voulu gagner pour non seulement prendre plus de bonifs et puis la victoire, mais c'est pareil, hein, exactement, Vincent. Moi, je te rejoins complètement. On a gueulé pendant des années en disant la Sky, c'est trop fort, ils ont trop de coureurs. Ouais. On réduit le nombre de coureurs. Et aujourd'hui, on a des équipes qui sont juste moins fortes, moins dominantes, et c'est peut-être pas plus mal. Enfin, on le verra ce week-end, on le verra déjà dès ce soir sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio fait son tour de France, la 14e étape est l'arrivée à Morzine, les portes du soleil. On a 30 km de l'arrivée, à quelques kilomètres du pied du col de Jouplane. Dans quelques instants sur Sud Radio, on va vous faire vivre évidemment cette magnifique montée Rémi Dos Santos, avec toujours un groupe de coureurs en tête, groupe de leaders. Exactement, mené par Wout van Aert qui roule pour son leader évidemment, le maillot jaune, Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar est dedans, accompagné de ses équipiers, notamment Adam Yates, Rafael Maïka, Carlos Rodriguez est là, Peyo Bilbao, Jay Hindley et David Gaudu. Et puis dans quelques secondes, parce qu'ils se sont un peu fait lâcher dans la descente, Simon Yates, Chris Harper, Félix Gall et Guillaume Martin vont réintégrer ce groupe de tête. Tom Pidcock par contre est à 1 minute 30, donc définitivement lâché. Ouais, lâché alors que c'est un excellent descendeur, il a lâché aujourd'hui, Tom Pidcock. À 30 km de l'arrivée, Sud Radio revient dans un instant. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 17h. Parlons vrai. Dans un instant, le col de Jouplane sur Sud Radio, juge de paix de cette 14e étape du Tour de France. Mais d'abord, les informations, c'est avec Valentin Bonjean. Bonsoir Valentin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une jeune sapeur-pompier de 19 ans est morte ce matin dans l'Allier. Un drame lors d'une intervention sur un feu de végétation. Frappée par la foudre, un arbre en feu s'est écrasé sur la jeune femme. Gravement blessée, elle a tout de suite été prise en charge par ses collègues, mais ils n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie. Elle a succombé des suites de ses blessures. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a adressé toutes ses condoléances à la famille de la jeune femme. La nuit du 14 juillet aurait été plus calme que prévu. Aucun incident majeur n'a été relevé malgré la crainte de reprise des violences urbaines hier soir. Gérald Darmanin a tenu à remercier tous les agents mobilisés, 130 000 policiers et gendarmes en tout sur 2 jours. Il avait tiré un coup de feu jeudi dans le TGV entre Annecy et Paris. Cet homme de nationalité étrangère a été placé en détention provisoire aujourd'hui à l'issue de sa garde à vue. C'est l'annonce qui a été faite par le parquet de Chalon-sur-Saône. Pour rappel, il avait brisé une vitre du train en route lors de son interpellation par un policier en civil présent à bord du TGV. L'individu s'était emparé de l'arme de l'agent de police et avait ouvert le feu. Une information judiciaire est ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans le reste de l'actualité, des engagements qui vont dans le bon sens pour la préservation de l'environnement. Une coalition de 18 pays dont la France a signé un texte pour réclamer une sortie urgente des énergies fossiles avec l'objectif d'atteindre le pic d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025 ou plus tard. Une prise de position à 5 mois de la prochaine COP28 sur le changement climatique. Le football avec un point sur le mercato. L'AS Monaco tient son nouveau gardien. Il s'agit du Suisse. Philippe Kohn s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. L'ancien gardien du Red Bull Salzbourg est le meilleur portier du championnat d'Autriche. Et puis coup d'œil sur le Tour de France où le peloton se frotte en ce moment même à sa première étape dans les Alpes entre Annemasse et Morzine. Une étape marquée par un gros coup dur pour Romain Bardet. Le coureur français a été victime d'une lourde chute dans les premiers kilomètres. Blessé, il a été contraint à l'abandon. Bonne fin de journée à tous. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présentent Sud Radio fait son tour de France. Alexandre Priam.
Il n'y a que des costauds en tête de cette étape du Tour de France, la 14e, l'arrivée à Morzine, les portes du soleil. Mais d'abord, il faudra passer Jouplane, dont l'arrivée est estimée et marquée à 10 km de l'arrivée. Vous l'avez bien compris, il reste 26 km sur Sud Radio. On va avoir 13 km de côte et quasiment 13 km de descente sur notre antenne, avec en tête et bien toujours les leaders. Les leaders sont présents, Rémi Dos Santos. Hop, exactement, c'est mieux quand on allume le micro. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Adam Yates, Simon Yates qui est donc rentré, Jay Hindley bien évidemment, Carlos Rodriguez, pas de Tom Pidcock par contre, et les Français sont là, David Gaudu et Guillaume Martin sont présents dans ce groupe leader qui est mené par Wout van Aert qui fait le rythme depuis les 2 derniers kilomètres du col de la Ramasse. Et c'est parti pour l'oreillette, on va essayer de déterminer qui va remporter cette étape. Sud Radio fait son tour de France. Dans l'oreillette. Ici Clarence, à vous, terminé. Itinéraire, je te capte plus là. Roger. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allô. Félicitations, 9 bons pronostics sur 11 dimanche dernier. On est avec Vincent Marteau, Pascal Chanteur, Quentin Cabanis, Rémi Dos Santos, Adrien Abadi. Toute l'équipe Sud Radio est là. Et on peut pas dire que notre oreillette a été quand même géniale sur ce Tour de France. Pour l'instant, on a eu. Il y a dû avoir des Jasper et Philipsen de temps en temps. Moi, j'ai lancé un Paulès à un moment. J'étais pas trop mal, mais c'est sur la première étape, je crois. Ouais. mais il a dit je crois Paulès que avec le maillot à poids, je pense. Peut-être. Depuis, généralement, ce qu'on annonce ne se passe pas. Donc, on va quand même voir aujourd'hui ce qu'il en est. Et on va commencer par Vincent Barthaud. Vincent, dans ton oreillette, on te dit qui va s'imposer aujourd'hui? Pogačar. C'est l'oreillette qui appelle. C'est l'oreillette qui appelle. C'est l'oreillette. Pogačar. Pourquoi Pogačar? Parce que là, on est pratiquement tous les costauds ensemble. Voilà, donc il y a l'ascension et puis après il y a la descente. Il descend bien. Je pense que ça peut faire. Voilà. Pogačar. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est très intéressant. Moi, tu vois, je dis comme toi. Je vois Vingegaard et Pogačar descendre ensemble. Donc n'arriver à se distancer en haut de Jouplane et descendre ensemble, et Vingegaard subir un petit peu la façon de descendre de Pogačar qui est audacieuse, on pourrait dire. Pascal Chanteur, dans ton oreillette, on te dit qui? Vincent Barthaud. Non, excusez-moi. 89. En descente, oui. Non, je dirais comme Vincent, Pogačar, vu que je vais donner vainqueur du Tour de France, il se doit d'être d'abord devant. Alors maintenant, devant échappé ou devant à deux avec Vingegaard, il est plus rapide. Donc je dirais, c'est pour ça que je dirais Pogačar. Pogačar, voilà. Donc pour Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Rémi Dos Santos, Nelson Oliveira, David Gaudu. Il vient retourner le couteau dans la plaie, c'est affreux. C'est affreux ce que vous faites, monsieur Priam. Non, moi je dis Pello Bilbao. Oh, voilà. Ah. Parce que alors Pello Bilbao, je pense que aussi un Pello Bilbao. Attention. Alors je table sur le fait, ça va évidemment accélérer dans Jouplane. Il faudra voir qui au sommet est encore disponible pour la victoire. Mais je pense que si il arrive à tenir, c'est quelqu'un qui peut attaquer dans la descente et qui peut profiter d'un marquage, parce que moi je vois un marquage Pogačar-Vingegaard dans la descente, un peu comme ce qui s'était passé vers Saint-Sébastien, où il s'était complètement arrêté et regardé parce que Vingegaard ne voulait pas rouler avec le Slovène. Et donc je me dis que ça peut profiter à un très bon descendeur comme Bilbao, et même si ça finit dans un petit groupe, il va assez vite au sprint, donc il est capable de gagner. C'est quand même la grosse cote. Oui, un peu. C'est une prise de risque de Rémi Dos Santos. Quand je prends des valeurs sûres, je perds. Alors autant s'amuser. Mais quand tu prends des risques, tu perds aussi. Oui, mais c'est plus fun. Quentin Cabanis, donne-nous ton oreillette là. Allez, dans ton oreillette, on te dit qui? Moi, je suis pour qu'on multiplie les chances de l'équipe. Alors, je vais donner Vingegaard. Voilà. Pour pas faire comme tout le monde. Alors pourquoi Vingegaard? Comment il pourrait s'imposer aujourd'hui? Il peut lâcher, pourquoi pas, Pogačar dans la montée. Il y a son équipe qui roule depuis le début de l'étape. Faut bien que ça serve un jour, et il faut que la Jumbo arrête de travailler pour rien.
Et donc, pourquoi pas aujourd'hui? Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'équipes travailler pour pas grand-chose. Enfin, pour un résultat. À part Alpecin, Van Der Poel, Ricard pour Philipsen. Regarde, tout à l'heure, ce que disait Vincent, il disait qu'hier, UAE avait roulé toute la journée. Donc, peut-être que les hommes de Pogačar sont un petit peu plus fatigués. Donc, il peut se retrouver isolé assez tôt. Et pourquoi pas Vingegaard qui arrive à se faire la malle et aller s'imposer tout seul en bas. Ah, mais le scénario est complètement cohérent. Moi, je dis juste que pour l'instant, dès qu'il y a une équipe qui travaille, c'est là, c'est UAE qui travaille maintenant. Ouais, Maïka qui a pris Maïka a pris la tête du groupe de devant, exactement. Et ça, on va en parler dans un instant. Adrien Badi, est-ce que tu as une contre-indication? Est-ce que tu as un autre nom dans ton oreillette ou est-ce que tu es globalement d'accord avec nous? Non, je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, je vois bien Pogačar. Non, s'imposer. Je vois bien Pogačar s'imposer. Pogačar s'imposer et pour cause, la team UAE qui prend les choses en main. Et ça commence ça explose déjà en bas de Jouplan. Et Van Aert qui craque. Oui, Pascal Chanteur. Une petite information sur le direct, dans le col de Jouplan, il ne fait pas extrêmement chaud. C'est même un petit peu frais. C'est important. Ça, c'est bon pour Pogačar, ça. C'est important. Et il y a Kelderman qui semble en difficulté. Je suis encore dans la zone boisée. Il fait bon. Il fait très bon. Et bah écoute, on t'entend bien en tout cas, et ça c'est beau. Et quand même, Wout van Aert et Kelderman qui sont en difficulté chez la Jumbo. Mais qu'a fait la Jumbo? Il n'y a plus que Sepp Kuss. Non mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Ils sont 4 UAE et il y a deux Jumbo. Est-ce qu'on est bien sûr de ce qu'on voit à la Rémi dos Santos? Ils sont 3. Alors ils sont 3 parce que Grossschartner est un peu en difficulté aussi, mais en effet, Maïka a pris le lead devant Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Pogačar et Yates sont évidemment là, Carlos Rodriguez, Jay Hindley, Félix Gall, et derrière c'est déjà difficile pour Chris Harper, pour Simon Yates, pour David Gaudu, mais aussi du coup pour Wilco Kelderman, pour Félix Grossschartner, les équipiers de Vingegaard et de Pogačar. Et Van Aert s'est écarté tout de suite. Je pensais qu'il allait rouler un petit peu plus longtemps à la tête de ce groupe dans Jouplan. Finalement, le Belge en a déjà fini de son travail. Ouais, il n'y a plus que quelques coureurs effectivement dans ce groupe de tête. L'ambiance qui est belle, qui est très très belle dans Jouplan. Pascal Chanteur, toi qui viens de monter le col, on voit beaucoup de monde sur le bord des routes. Beaucoup de monde au pied pendant 3 km, beaucoup de monde, et puis les gens sont fort sympathiques. Et à partir moi je suis au kilomètre 5 exactement, à 5 km du sommet. C'est un peu plus décimé, les gens attendent avec impatience le groupe de tête. Oui, parce que effectivement, parfaite transition, Pascal Chanteur. Rémi dos Santos, quand on regarde un petit peu ce col, il est assez régulier. Même si à partir du 5e kilomètre, ça change complètement. Ah, David Gaudu qui coince. David Gaudu qui a complètement coincé, j'ai l'impression. Rémi dos Santos. Ouais, c'est très dur. C'est très dur depuis déjà le pied du col. C'est dur pour David Gaudu qui n'arrive pas à suivre le rythme imposé par Rafał Majka, l'ancien champion de Pologne, ancien meilleur grimpeur du Tour de France. Ouais, il est pas en. Il s'est même fait lâcher par Wout van Aert. Ouais, c'est ça, il est derrière Van Aert. Exactement. Il est, c'est peut-être même le dernier de ce groupe de ce rescapé. Des rescapés de cette journée. David Gaudu qui est en grande difficulté et qui est à déjà bien 15-20 secondes de la tête de course du coup, et qui va malheureusement bien pas pouvoir faire grand chose de plus dans cette étape. Et Van Aert par contre il remonte. Vous allez voir qu'il va gagner. Et ça va beaucoup mieux pour Wout van Aert qui est en train de remonter devant tout le monde 1-1. Il vient de passer devant Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, et il va aller se replacer bien devant le groupe et devant Maïka, j'ai l'impression. Il va faire péter tout le monde. Voilà. Allez hop, le retour, et Maïka du coup s'est écarté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Vincent Barthaud? Il était pratiquement arrêté. Il a envie de faire pipi. C'est incroyable ce qui se passe. Vincent, comment expliquer ce qui est en train de se passer? On avait l'impression qu'il est même tombé de vélo. C'est la première fois que je vois ça. Et il est remonté comme ça, assis sur sa selle. Ça veut dire aussi que peut-être que ça n'est pas si vite que ça. Enfin, je sais pas, je suis un peu stupéfait là de ce qui vient de se passer avec Wout van Aert et Sepp Kuss. Il le regarde en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce garçon quand même. Sepp Kuss aussi, il avait l'air un peu autant surpris que nous. Et je le disais, ce col de Jouplan, il est assez régulier, mais il devient plus difficile à partir du kilomètre 5, justement là où il y a Pascal Chanteur. Ouais, exactement. On est sur 11,7 km d'ascension, très exactement, à 8,5%. C'est très dur, Jouplan, mais c'est tout le temps très dur, assez régulier. On est sur des pourcentages à 7, 6, 8% un petit peu sur les premiers, comme tu le disais. Et puis dans la deuxième partie, on a des portions à 11%, 9%, quasiment 9 encore sur le sommet. Ça redevient un petit peu plus facile sur le haut, mais vraiment sur les 2 derniers kilomètres,
km, mais au milieu, c'est très très dur. Il est considéré par les coursiers comme un des cols les plus durs de France. C'est un hors catégorie. Ouais. Et Pogacar, il monte ça sans les mains. C'est vraiment un col difficile. Après, tout dépend comment on l'aborde avec des. Ça y est, Wout van Aert, il s'est relevé. Tout dépend comment on aborde. Si on a fait 3 cols avant, 4 cols avant. Mais il est super dur ce col. Ouais, il est dur et c'est Sepp Kuss désormais qui mène le groupe. Pascal, tu confirmes la difficulté Oui. Moi, je suis à la sortie, enfin pas tout à fait à la sortie d'une des rampes qui est des plus dures. Vous êtes à 11% et ça se voit à l'œil nu quand vous êtes arrêté sur le bord de la route, c'est impressionnant. Et puis c'est sur une zone où vous avez une longue ligne droite, donc les coureurs ils voient parfaitement le pourcentage impressionnant. Et le revêtement est comment? Est-ce qu'il est récent? Est-ce qu'il rend bien, non, Pascal? Très bon revêtement. Non, il n'est pas récent, mais il est très bon. Ok, donc ça c'est important pour que les coureurs aient le meilleur rendu sur leurs efforts. Rémi Dos Santos, il n'y a plus grand monde dans ce groupe. Ça s'est franchement écrémé. De ce que je vois, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Tadej Pogacar, Adam Yates, Carlos Rodriguez, Jane Lay, Félix Gall, c'est tout. Félix Gall, belle montée. Ouais, le grimpeur d'AG2R Citroën qui est bien le nouveau leader, puisque Ben O'Connor passe complètement à côté de son Tour de France. Le nouveau leader AG2R Citroën qui tient le rythme bien du top 5, parce qu'il est avec le top 5 plus Sepp Kuss, tout simplement. Félix Gall, Wout van Aert s'est arrêté, on a un petit peu plus bas Rafael Majka, Pello Bilbao et Simon Yates qui aussi à peu près entre 5 et 10 secondes de retard sur la tête pour le moment. Un petit peu de friture sur mon oreillette manifestement, et puis en dessous on a encore Kelderman, Grossschartner, Guillaume Martin. Félix Gall, il peut créer la surprise s'il s'accroche bien. Il est loin au général, il est à plus de 10 minutes, donc tu veux dire que s'il met une sacoche, pas forcément, on va pas forcément le suivre. On va pas forcément le suivre, non, il est déjà à 10 minutes, donc s'il est encore avec eux au kilomètre à la montée, à 1 kilomètre de la montée finale là, il peut peut-être attaquer, on va le laisser faire en fait. Voilà. Donc il peut. Oh, une chute. Non, pardon. Non, il remonte. C'est le replay de la salle de ce matin. Je me suis fait avoir. J'ai vu deux coureurs au sol. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que c'était Romain Bardet. Ça arrivait plus tôt dans la journée. Je me suis dit, c'est tombé dans le groupe Eto. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça aurait été incroyable. Tout va bien. Mais ça peut arriver, malheureusement. Bien sûr. Ça peut malheureusement. D'ailleurs, j'ai un souvenir sur un Giro. Je ne sais plus quand c'était. Au début 2010, où c'était tombé dans un groupe Eto. Il y avait eu plusieurs sprinters qui avaient abandonné. C'était assez terrible. Rémi Dos Santos, 8,6 km de l'arrivée, et il se colle au basque, évidemment, les deux, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Mais c'est désormais Sepp Kuss qui mène le train. Et il n'y a plus qu'un seul Jumbo, et il y a qu'un seul UAE. On est à armes égales désormais. À armes égales, mais Sepp Kuss est en train de travailler devant le groupe quand Adam Yates, lui, pour l'instant, fait un petit peu de la patinette dans la roue de son leader et peut profiter, même si Adam Yates n'a pour l'instant pas vraiment travaillé pour Pogacar depuis le début de ce Tour de France. C'est plus les Majka, les Grossschartner et évidemment dans la vallée les Lengen et les Trentin qui ont roulé pour le Slovène. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est du 2 contre 2. Et puis on a les arbitres Rodriguez, Hindley et Félix Gall qui eux évidemment vont essayer de jouer le général. Hindley, Rodriguez, c'est le 3e contre le 4e. Adam Yates évidemment est là pour aller chercher le podium. Félix Gall veut lui évidemment remonter au classement général, mais lui va surtout essayer d'aller viser une victoire d'étape pour offrir un magnifique Tour de France à son équipe. Le groupe Simon Yates, le frère d'Adam, est lui pointé désormais à 22 secondes. Ça me paraît très compliqué de revoir Pello Bilbao, Simon Yates revenir sur la tête de course, parce que ça avance à un gros rythme. Sepp Kuss fait un énorme travail dans ce groupe maillot jaune. Non, c'est fini. Ouais, non, c'est terminé pour les autres, effectivement. 20 km de l'arrivée, les explications ne sont pas encore en cours. On est à 6%, c'est pas si difficile actuellement. On va attaquer les rampes les plus compliquées dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. 5,6 km de l'arrivée en haut de Joupla. Il en restera 10 ensuite pour descendre vers Morzine, les portes du soleil. Il ne s'est rien passé. Depuis 2 km maintenant. Rémi Dos Santos, on voit Tadej Pogacar s'arroser complètement, aller chercher un bidon juste à côté de Sepp Kuss. Est-ce un message qu'il envoie? Est-il en train de bluffer? Que se passe-t-il, Rémi Dos Santos? Eh bien, on va se retrouver à 6 puisque Félix Gall est en train de lâcher Sepp Kuss qui imprime toujours un gros rythme. On est dans des pourcentages à plus de 10%. Là, on est sur des portions à 13 même dans le groupe maillot jaune.
jaune. Sepp Kuss devant Jonas Vingegaard, le duo UAE juste derrière, Tadej Pogačar, Adam Yates, Carlos Rodriguez, Jay Hindley qui continue de suivre et Félix Gall qui perd mètre après mètre. Et puis derrière c'est très très loin, hein. Pello Bilbao, Simon Yates sont à 45 secondes voire même 50. Et dans un troisième échelon à plus d'1 minute 40, on a le groupe Gaudu avec David Gaudu justement et Guillaume Martin. Mais c'est dur, ouais, ça commence à être dur pour Jay Hindley. Attention parce que Carlos Rodriguez il est derrière au classement, il est à près de 2 minutes certes, mais lâché comme ça à 5 km de l'arrivée, ça peut être un gros écart à la fin. Et Hindley qui est tombé en plus aujourd'hui. Et ça a accéléré hein, parce qu'on a vu Gaudu, le groupe Gaudu qui a pris un éclat. Il était à 1 minute 20 il y a quelques instants et 1 minute 42, 44 maintenant. Le groupe Yates c'était désormais pointé aussi. C'est pas dit que c'est accéléré, c'est plutôt le groupe à Gaudu qui est ralenti. Mais, le groupe Yates c'était à 1 minute maintenant aussi, hein, Vincent. Oui, mais Sepp Kuss il a toujours roulé, il a toujours bien roulé, mais c'est derrière moralement on en prend un coup. Par contre sur une image tout à l'heure, je suis pas sûr qu'on ait affaire à du grand Pogačar aujourd'hui. Quand il s'arrose là à côté de Sepp Kuss. Ah ouais, il a perdu son bidon, il a des yeux un peu machin, il cherche à s'arroser énormément. C'est pas du bluff? Ah mais faut se méfier avec lui hein, parce que quand il fait coucou à la caméra il prend des secondes et quand il est pas bien il dépose tout le monde. Mais je crois pas, je suis pas sûr. À mon avis, Vingegaard là il va attaquer là dans 2-3 bandes du sommet. Alors, moi j'ai pas les images, mais je crois à ce que peut dire Vincent, il a l'œil aussi. Et ce genre de choses qu'il vient de décrire laisse présager en effet peut-être un petit coup de moins bien de la part de Pogačar. Et on vient de le voir encore, Pogačar bouger un peu les épaules, regardez les bidons s'il n'y a pas un bidon à gauche ou à droite. Adam Yates, tu as pas donné un de ces bidons justement? Bah justement, si, je crois que c'est le cas à l'instant. Mais Pogačar il a loupé le sien et non seulement il a loupé son bidon, mais il avait un truc de glace à se mettre dans le dos qui était collé au bidon. Il a tout perdu. Ouais, il est peut-être pas si bien Tadej Pogačar. En plus, je trouve qu'il. Alors, je suis absolument pas spécialiste, hein, mais je trouvais pas bizarre dans sa façon de pédaler il y a quelques instants derrière Jonas Vingegaard qui avait l'air assez aérien. Mais personne s'attaque. Adam Yates s'attaque. Accélère. Il attaque pas, il accélère. Mais c'est parce que Pogačar est pas forcément très bien. Non, c'est Pogačar qui vient de lui demander de rouler. Ouais, il vient de lui demander. Ouais, justement, c'est ce que je voulais dire, peut-être pour justement protéger Pogačar. Et du coup, ça a fait lâcher Sepp Kuss, ça a fait lâcher aussi Carlos Rodriguez. Donc on n'est plus qu'à 3 devant Adam Yates qui emmène le maillot blanc qui a et le maillot jaune. Hein. Ah ouais, ça a pas fait un pli. Il a sauté tout de suite. Alors ils sont à quelques encablures, hein, l'Américain et Carlos Rodriguez, mais ça va être très très dur de revenir. Surtout que là, Adam Yates, il est parti. Pogačar est en canne. Attention pour Jonas Vingegaard, hein, parce que non, mais s'il fait ça, s'il a demandé à Adam Yates de rouler, c'est qu'il va bien, ça va. C'est autrement, c'est pas pour se protéger. Non, c'est pas pour se protéger, non, parce que l'autre il a monté d'un cran, ça fait mal quand même. Donc non, c'est que ça va. Ah, il a l'air concentré. Hein. On a déjà vu des leaders faire rouler leurs équipiers justement pour les protéger pour faire croire que, mais bon là Adam Yates il a quand même accéléré puisqu'il y a eu des mecs qui ont été lâchés direct. 3 hommes en tête, Pascal Chanteur, Adam Yates avec Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Non mais comme m'a dit Vincent, si Pogačar a demandé à Adam Yates de monter d'un cran, c'est qu'il se sent fort, Là ils vont pas tarder, hein. Je vais les voir passer devant moi. Et je vous dirai un petit peu les visages qu'ils ont au passage. Ils sont à 4,3 km du sommet de Jouplan et effectivement peut-être qu'ils s'estimaient être possiblement en difficulté aujourd'hui pour Pogačar dans ces conditions-là et peut-être que finalement cet aspect frais de Jouplan le surprend et il se sent peut-être mieux que prévu, Rémi Dos Santos. Ouais, on aura la réponse d'ici 4 km hein, parce que c'est vraiment lors de la première accélération, qu'elle vienne de Pogačar ou qu'elle vienne de Vingegaard, qu'on aura l'état de fraîcheur des deux hommes. Carlos Rodriguez qui essaye au rythme et vraiment au compteur comme on dit de remonter et de revenir sur le groupe de tête. C'est un petit peu dur quand même pour l'Espagnol, mais qui est en train de tenir. Et si jamais ça se passe bien, faut pas oublier qu'il a la 3e place en ligne de mire, Carlos Rodriguez, puisqu'il est à 1,57 de Jay Hindley ce matin. Par contre il a que 15 secondes d'avance sur Adam Yates, donc attention à ne pas perdre trop de temps parce qu'il pourrait chuter de cette 4e place. Et Adam Yates qui pour l'instant a bien l'air pas mal, hein, et il emmène plutôt bien puisque Hindley est pointé à 40 secondes déjà du trio de tête avec donc Carlos Rodriguez intercalé.
Et David Gaudu à 2 minutes 30. Supplémentaire aussi. Pascal Chanteur. L'information, c'est qu'il y a vent dans le dos. Vent dans le dos. Ça veut dire que ça monte encore plus vite que s'il n'y avait pas de vent ou vent. Donc c'est avantage aux attaquants. Pascal Chanteur qui est en haut de Jouplane. On est à 3,7 km. L'attaque de Pogačar justement à 3,7 km. L'attaque de Pogačar et Vingegaard qui suit sans se lever de sa selle, mais qui pour l'instant est en train de lâcher. Oui, il a sauté. Il a quelques mètres de retard le Danois sur l'attaque de Pogačar qui est en train de relancer juste après un virage. Il s'est pas levé de son vélo, Jonas Vingegaard pour l'instant, et il essaye de lisser son effort pour revenir au train sur le Slovène, mais pour l'instant c'est difficile pour le maillot jaune. Et peut-être que Tadej Pogačar qui a déjà pris 10 mètres, 20 mètres même d'avance sur le Danois qui est en train de faire la différence, et peut-être d'aller chercher le maillot jaune en plus évidemment d'une victoire d'étape potentielle magnifique du côté de Morzine. On va voir si Vingegaard va réussir à boucher ces quelques secondes, ces 20 mètres d'écart, mais il y a un gros rythme mis en place par Tadej Pogačar là. Gros rythme. Et Pascal, on s'approche de toi. Vincent Barthaud, elle est là, l'attaque que tu voulais, Vincent. Exactement, à 3 km et demi, ça c'est beau, voilà. Donc c'est un risque quand même de la part de Pogačar, mais ça veut dire qu'il se sent bien, et surtout Vingegaard derrière a l'air de monter à son rythme, un petit peu plus calculateur. Alors attention, si Pogačar n'arrive pas à faire vraiment la différence, moralement ça va pas être facile pour lui. Il faut tout de suite qu'il réussisse à prendre 10, 15 ou 20 secondes. S'il reste comme ça à 20 mètres, ça va être plus compliqué pour Pogačar. Ouais, et Vingegaard, c'est difficile à dire, mais il a stabilisé. Il a l'air de revenir. En tout cas, au moins, il a stabilisé suite à la première attaque de Pogačar. On va passer sous la banderole des 15 km. Il reste 3 km d'ascension au col de Jouplane. Et ça va être long parce qu'on est sur des pourcentages à 10, 9, 10% sur cette dernière partie. Il y a moyen encore de faire des écarts. Le duel a lieu, Pascal Chanteur. Je viens de voir parce que Pogačar a fermé, concentré. On voit vraiment qu'il est dans son effort et il est très bien. Vingegaard a toujours ce un petit peu. On n'a pas plus de souffrance sur son visage. Qui sera mano-mano en ce moment. Il y a un véritable banquet. Alors la connexion n'est pas parfaite, mais de ce qu'on a compris, tu as vu Tadej Pogačar très concentré, visage fermé, et Jonas Vingegaard qui avait l'air aussi plutôt très bien. Tu as souligné un mano à mano entre les deux hommes. C'est magnifique ce qu'on est en train de voir, Rémi Dos Santos, entre Pogačar et Jonas Vingegaard à 15 mètres l'un de l'autre, en train de se jauger et de se faire la guerre entre guillemets. Ce n'est que du cyclisme, mais se faire la guerre sur la route du Tour de France pour aller récupérer ce maillot jaune. Ouais, Tadej Pogačar qui semble en avoir remis une encore sur ce dernier virage, sur cette portion à nouveau, toujours à 10%. Et il se retourne pas, le Slovène, il est assis sur sa selle, il se retourne pas vers son adversaire, il sait qu'il est juste derrière, il sait qu'il est pas loin, mais il est obnubilé par son envie, cette quête d'aller chercher évidemment la victoire d'étape et évidemment le maillot jaune aussi. Il crosse pas, Non, donc ça reste stabilisé. Moralement, ça va lui faire drôle, je pense. Il faudra voir si dans la descente il peut faire la différence. Vingegaard, il a l'air de bien gérer. L'écart est toujours de 10 à 15 mètres et moralement pour Pogačar, c'est pas le top. Je trouve, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il soit saignant Pogačar. Normalement, quand il attaque comme ça, c'est du punch et puis tout de suite il prend 15 ou 20 secondes. Après, là, s'il n'arrive pas à prendre du temps en plus, ça va être compliqué. Il part d'un peu plus loin que ce que tu aurais prédit, toi, Vincent. Tu imaginais plutôt 1,5 km du sommet. J'avais l'impression. Non, mais ça veut dire quand il prend le risque d'attaquer à 3,5 km comme ça, c'est bien. Mais il faut vraiment qu'il soit sûr de lui. Et là, je suis pas sûr que moralement, il n'arrive pas à creuser l'écart. Alors, est-ce que ça va le faire, Vingegaard, il peut coincer aussi. Mais pour l'instant, l'autre, il gère très bien derrière. Il est toujours qu'à 15-20 mètres. Et si Pogačar ne voit qu'il n'arrive pas à faire il a regardé derrière lui, il vient de se retourner. Ouais, il n'arrête pas de se retourner. Donc moralement, ça va pas être bon pour Pogačar, ça. Est-ce que Jonas Vingegaard, s'il est bien, il faut quand même que Jonas Vingegaard comment Quentin ? Je disais, est-ce qu'il peut pas le contrer s'il arrive à revenir ? Je sais pas. Faut vraiment revenir vite alors, parce qu'il reste que 2 km d'ascension. C'est pas dans la descente qui va faire la différence. Et les gars, c'est justement ça. C'est long, 2 km. C'est que la descente, si Pogačar
se sent capable de prendre des risques. Attention parce que ces risques-là, est-ce que Jonas Vingegaard est capable de prendre les mêmes? Pas sûr. Pas sûr. Rémi Dos Santos, 2 km de l'arrivée. Ouais, 2 km et le Slovène qui a de l'arrivée en haut de Jouplan. Exactement. Il restera 12 ensuite. 4-5 secondes d'écart entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar à l'avantage du Slovène pour l'instant. Derrière, c'est très très loin. On pointe Yates et Rodriguez à plus d'1 minute. On sait même plus où sont Sepp Kuss, Jay Hindley, Félix Gall, Pello Bilbao, Simon Yates, tous ceux qui accompagnaient Pogačar et Vingegaard en bas de cette montée de Jouplan. Il a pris Jay Hindley et Félix Gall ensemble à 1:30. Allez, attention, Jay Hindley, on rappelle, parce que sa 3e place, elle peut être un peu inquiété par Carlos Rodriguez et Adam Yates qui sont tous les deux qui se tiennent en quelques secondes. Par contre ça monte fort. Il est revenu, il est en train de revenir là, Jonas Vingegaard sur cette partie. Il est revenu sur cette portion un petit peu plus roulante, peut-être un peu plus à son avantage. Il est revenu au train. Le Danois, il va faire la jonction. Pogačar vient de se retourner. Il y a 2 vélos d'écart, mais grand maximum. Ça y est, il est en train de combler l'écart. Le Danois, ça y est, il est revenu après quasiment 2 km de poursuite entre les deux hommes. Il s'est mis dans la roue du Slovène, il s'est mis en danseuse. J'ai cru qu'il allait tenter quelque chose immédiatement, mais il s'est rassis finalement, Jonas Vingegaard. N'oublions pas que Jonas Vingegaard est beaucoup plus aérien physiquement, je parle. Jonas Vingegaard 1m75, 60 kg, 59-60 kg du côté de la team Tadej Pogačar. C'est 1m. On a besoin de récupérer, on a besoin de récupérer pour les deux. Il y a 8 kg d'écart quand même entre les deux, entre 6 et 8 kg d'écart entre les deux coureurs, et on sent que les deux ils sont cramés. Ouais, c'est très difficile. Il a fait un gros effort, Pogačar, pour attaquer, pour tenir, et Vingegaard évidemment pour boucher cet écart. Et là ils avancent plus. Non, là ça se regarde. On dirait du cyclisme sur piste, de la vitesse individuelle quand ils se regardent avant de lancer dans le dernier tour. Je suis très surpris que Jonas Vingegaard ne contre pas. C'est le moment, non? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il a les jambes pour? Après, c'est toujours pareil. Il en a peut-être pas les moyens non plus, mais ceci dit, Pogačar, il en a. Ils se parlent quand même. Ils se parlent les deux. Ils sont restés côte à côte aussi pendant de longues secondes avant que Vingegaard repasse devant. L'image était très sympa à voir. On a des images magnifiques dans ce col de Jouplan entre les deux hommes. Magnifique bataille. Allez, Vingegaard qui est passé devant. Là, 1,3 km du sommet du col de Jouplan. Il restera ensuite 12 km quasiment exclusivement en descente pour rallier Morzine et l'arrivée. Est-ce que Pogačar ne s'est pas plutôt dit qu'il leur mettrait une à 200 mètres, 300 mètres d'en haut de Jouplan pour faire la descente tout seul? Rémi Dos Santos. C'est une possibilité, mais après il faut être sûr de soi et il faut être sûr d'attaquer dans la descente et de ne pas faire d'erreur, mais ça après prendre des risques. Pogačar il sait les évaluer, il le prendra s'il s'estime capable, mais si je sais pas, parce que tu as quand même 10 km de descente derrière, donc ça va être difficile de créer vraiment des écarts. Attaquer à 3,5 km, ça avait du sens à 200 mètres. Est-ce qu'il va réussir vraiment à créer un trou assez grand pour que la descente peut-être créer la peur de descendre fort chez c'est possible aussi. C'est possible aussi. Dans un deuxième échelon, là, on a une petite image. L'année dernière, c'est ce qu'on avait vu. Ils avaient failli tomber tous les deux dans une descente l'un après l'autre. On est peut-être sur un schéma comme celui-là, en tout cas on est dans le dernier kilomètre de cette ascension de Jouplan. Les deux hommes vont, quoi qu'il arrive, se disputer la victoire de l'étape. Peut-être la première dans ce Tour de France pour Jonas Vingegaard, peut-être une deuxième pour Pogačar, une 11e au total sur le Tour de France. Attention parce qu'il y a les bonifs à l'arrivée 10-6-4, ça veut dire que le vainqueur reprendrait au moins 4 secondes à son adversaire, et ça pourrait compter bien évidemment. On a aussi évidemment la bataille pour la 3e place, le duel à distance entre Jay Hindley, Carlos Rodriguez, Adam Yates. Pour l'instant c'est avantage à l'Espagnol d'Ineos qui a été 4e ce matin et qui pointe actuellement à 50 secondes du duo de tête, parce que évidemment c'est peut-être en train un petit peu de se regarder. Ça va être dur quand même pour Rodriguez de revenir, même en faisant la descente à bloc, mais voilà, il réduit petit à petit l'écart et il a près d'1 minute 10 d'avance sur Hindley, donc attention, un beau rapproché possible pour l'Espagnol. Comment tu vois ces quelques centaines de mètres avant l'arrivée, avant le sommet de Jouplan? Moi ce que je vois c'est que Pogačar il a quand même voulu attaquer à 3 bornes et demie pour essayer de faire une différence et s'envoler vers la victoire d'étape et prendre le maillot jaune. Ça n'a pas marché, donc moralement ça doit pas être le top du côté de Pogačar,
Là, il y a beaucoup de temporisation, de neutralisation entre les deux hommes. Ils se regardent. Est-ce qu'il va attaquer de nouveau Pogacar Rodriguez, avant de il a repris 20 secondes. Hein. Alors Rodriguez revient fort finalement. Rodriguez, il peut revenir parce que ça roule pas. Et il peut en profiter pour aller gagner l'étape. Vingegaard se met en danseuse, il se retourne très souvent vers Pogacar. Il a très peur. Exactement, il a très peur d'une attaque du Slovène et donc il essaie de s'en méfier. Voilà, il est parti. L'attaque de Pogacar comme prévu à 500 mètres de l'arrivée, mais il s'est arrêté tout de suite parce qu'il y avait les motos qui l'ont gêné. Il a été obligé de se rasseoir immédiatement. Ça c'est une énorme erreur. Ça c'est une énorme erreur. C'est pas possible. Et du coup, le pauvre Pogacar, il est obligé de se rasseoir et du coup, on va terminer, je pense, cette ascension de cette manière avec le Slovène devant Danois. Là, les motards, ils vont dégager du tour. Ah oui, au moins. Là, c'est pas possible. Là, c'est une image incroyable de ce Tour de France. Une attaque annihilée comme ça par un problème de circulation. Pascal Chanteur doit enrager. C'est sûr. On essaie de te joindre. T'es là, Pascal. Il y avait une attaque de Pogacar et une moto a empêché Pogacar d'attaquer. Non, c'est inadmissible. Comme l'a dit Vincent, ils vont être mis hors course immédiatement. Ouais. Ils ont repris un petit peu d'avance, mais là c'est trop tard, le mal est fait. On est à 200 mètres du sommet, donc c'est terrible. Pogacar ne va plus relancer et évidemment il va laisser faire. Il va laisser faire la descente. Alors peut-être qu'il va essayer de prendre des risques et de lâcher Vingegaard dans la descente, mais il avait retenté une deuxième fois le Slovène et malheureusement donc. La moto a tué le vélo. Exactement. Sur cette attaque. La moto a tué le vélo, très clairement. Et Vingegaard qui en met une juste avant le sommet. Juste avant le sommet, il a attaqué le Danois devant Pogacar. Il va passer en tête au sommet de Jouplan. Mais alors avec Pogacar juste dans les roues, est-ce que c'est pour faire les points du grimpeur et Pogacar qui relance juste après la ligne d'arrivée, il va faire la descente. Vingegaard a réagi tout de suite, mais attention à cette descente du col de Jouplan en direction de Morzine, des Portes du Soleil, parce que attention, il y a peut-être des secondes encore à prendre. Quelle bagarre magnifique! Et pendant ce temps-là, Carlos Rodriguez, il a passé la ligne 20 secondes seulement après Pogacar et Vingegaard. Il a repris une minute quasiment. Hein. Il est bien revenu, l'Espagnol. Attention, repris, ça peut compter parce que Carlos Rodriguez, s'il revient, ça va se regarder. Ça va se regarder. Là, exactement. Là, on a Pogacar devant Vingegaard. Ça se balade à 44 km/h. C'est entre guillemets, évidemment. Mais Rodriguez va certainement rentrer. Oui, il va rentrer, ouais. Et attention, on ne sait pas trop où est Adam Yates, mais on pourrait avoir cette moto. Ces motos, il y en avait deux. Ouais, après, si Rodriguez y rentre, il y a 10 secondes a priori entre Rodriguez et Yates. Pour Vingegaard, parce que si Pogacar gagne l'étape et Rodriguez deuxième, il y a moins de bonif pour Vingegaard. Aussi, du coup à 3 c'est plus la même chose, c'est 10-6-4 et ça peut être 2 secondes de débours pour celui des deux qui serait battu. Mais Adam Yates c'est plus loin maintenant. Et Adam Yates, alors il faut voir où est Adam Yates. Adam Yates est annoncé juste derrière Rodriguez. Donc moi j'ai 10 secondes derrière Rodriguez. Ouais, pas si loin sur ça dépend. Par contre la donne elle change. Si Yates ils sont en surnom. Revient. Oula oui. Et Jay Hindley et Félix Gall qui viennent de passer au sommet du col de Jouplan à 1 minute 30 de la tête. 30 au final. Il est en train d'essayer de limiter la casse. On revoit l'attaque de Vingegaard qui cette fois lui n'a pas été gêné par les motos. Un petit peu tardif peut-être cette attaque quand même de Jonas Vingegaard. C'était peut-être aussi un petit message. Adam Yates a bien repris Carlos Rodriguez et ils sont tous les deux à 18 secondes de la tête. Ils vont certainement rentrer. On va avoir peut-être un regroupement en tête. Elles étaient proches encore les motos. Je suis désolé sur elles étaient proches aussi. Elles étaient encore une fois proches les motos. C'est quand même pas possible quoi. Enfin, surtout pour produire des images qu'on n'a pas vues au final. Non mais c'est fou parce qu'au final on n'a vu que de l'aérien ou du derrière et c'était très bien d'ailleurs derrière. Il n'y avait aucun problème avec ça. Du coup ils sont deux à faire la descente, mais peut-être bientôt 3. Rémi Dos Santos, peut-être 4. Ils n'ont pas réussi à s'expliquer en haut de Jouplan les deux. Exactement. Ils se sont expliqués. Ils n'ont pas fait de décision. Voilà, le match nul au sommet de Jouplan entre Pogacar et Vingegaard, et à 12 secondes il y a Carlos Rodriguez et Adam Yates qui sont pas très loin, qui n'ont pas encore le visuel sur le maillot jaune et le maillot blanc, mais qui devraient pouvoir rentrer. Et
et ça c'est important parce que Adam Yates va pouvoir aider son leader Tadej Pogačar, parce que Carlos Rodriguez il peut reprendre énormément de temps sur Jay Hindley dans la course à la 3e place, et à une cinquantaine de secondes il y a a priori Sepp Kuss. Je pense qu'il est trop loin de toute façon pour revenir sur le groupe de tête et aider son leader, mais de la même manière, Sepp Kuss, malgré tout son travail, il va encore aller gratter quelques places au classement général, parce que là il y en a un petit peu partout, vous vous en doutez bien. On a Vingegaard, Pogačar, Yates, Rodriguez, Kuss, Hindley et Gall qui ont passé le col de Jouplan. Les autres on ne sait pas où ils en sont. On est dans une partie qui remonte un petit peu, ça peut peut-être profiter justement à Rodriguez et à Yates, parce que ça se regarde vraiment derrière et qu'il y a énormément de monde, il n'y a pas de place, ils vont faire la jonction, on va se retrouver à 4 hommes en tête, messieurs dames, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Adam Yates et Carlos Rodriguez. Et les motos qui font encore chier les coureurs. Exactement. Rodriguez vient de poser sa main sur la moto là. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Rodriguez est obligé de freiner derrière la moto. La direction de course. Si j'étais cynique, je dirais qu'on dirait le Giro. C'est incroyable. Non mais pourquoi il y a autant de motos là présentes au milieu? Je ne comprends pas. C'est l'organisation de course, le commissaire. Il y a une moto qui empêche Carlos Rodriguez de revenir. C'est quand même fou. Et il a réussi à faire la jonction et il va attaquer tout de suite Carlos Rodriguez, évidemment, parce que il sait que ça peut se regarder derrière entre Pogačar et Vingegaard, et du coup l'Espagnol il a relancé tout de suite en passant devant le groupe. Victoire, donc il laisse pas partir. Pascal Chanteur qui veut s'exprimer. Pascal. Écoute, on t'a perdu, Pascal. Oui, on t'entend. Je disais, c'est inadmissible le comportement des motos, c'est juste dramatique pour cette étape du Tour de France. Elles n'ont juste rien à faire là, et je pense qu'il va y avoir des risques ce soir dans la salle des commissaires. On parle quand même d'un Tour de France qui va se jouer peut-être à la seconde, et peut-être qu'une moto aura changé le cours de ce Tour de France. Ouais, surtout, impensable. Surtout, on a oublié de le signaler, c'est qu'au sommet de Jouplan, il y avait les points de bonus. Il y avait les secondes de bonif, pardon. Vingegaard a pris 8 secondes. Pogačar en a pris 5 du coup. Et donc Vingegaard, provisoirement, il a repris 3 secondes à Pogačar et Rodriguez en a pris 2. Ils vont les annuler. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. Ils peuvent pas les laisser, les bonifs, dans ce contexte-là. Certains considèrent que c'est un fait de course. D'autres non. Après, non, ça peut pas être un fait de course. Moi franchement je suis dégoûté. Je suis dégoûté de voir ça, franchement. Ouais. Il a fait le trou, Carlos Rodriguez, pendant ce temps-là, dans la descente, à près de 70 km/h. Pogačar suit derrière avec Vingegaard dans la roue, qui évidemment colle au Slovène, et Adam Yates, qui n'est pas réputé le meilleur descendeur du peloton, qui est un petit peu derrière. En 4e position, Carlos Rodriguez, il est en train de faire une excellente opération, parce qu'il est en train d'aller chercher déjà potentiellement une première victoire sur un Tour de France, mais surtout il va peut-être reprendre de précieuses secondes dans la course à la 3e place. Et puis l'info du jour, on en reparlera tout à l'heure, mais en fait Pogačar il est pas si fort que ça quand même par rapport à Vingegaard, parce que sur les grands cols. Sur le tour lui-même pour l'instant, il attaque aux 500 mètres, il prend 5-8 secondes, il attaque à 3 km et demi, il prend rien du tout, donc ça va pas être si évident que ça pour lui, je pense. Est-ce que Berthet et Barguil. Berthet et Barguil, c'est ça. Berthet et Barguil qui seraient pas trop mal. Rémi Dos Santos, il reste 6 km. 6 km et on a un homme en tête désormais, Carlos Rodriguez, poursuivi par Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Adam Yates, mais il a fait le trou, l'Espagnol de l'équipe Ineos Grenadier. On le voit pas là, visuellement on est derrière Adam Yates, il descend très très bien en effet. On a dans un deuxième échelon Sepp Kuss qui est à une 40aine de secondes de l'Espagnol, et à 1:20 on a Jay Hindley en compagnie de Félix Gall qui est en train de perdre de précieuses secondes dans la course à la 3e place, et manifestement ça va se jouer pour la 2e place entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Mais il y a pas un énorme écart, attention, mais ça descend très très vite, il descend très très bien Carlos Rodriguez, et il fait le travail pour aller chercher une première victoire sur un grand tour même, je disais tout à l'heure, sur un Tour de France. C'est 2 victoires seulement professionnelles, Carlos Rodriguez, et il a fait exactement ce qu'il fallait. Il a profité du marquage entre les 2 leaders, certes pas que du fait des 2 leaders, mais aussi des motos, pour revenir et attaquer dans la descente. Et puis maintenant, à partir du moment où Pogačar il n'arrive pas à boucher le trou sur Rodriguez, les deux vont légèrement se relever,
parce que Vingegaard lui va laisser partir Rodriguez par rapport aux bonifications au sprint de Pogacar. Et Pogacar est vraiment pas dans un grand jour parce qu'il a voulu aller rechercher Rodriguez, mais il n'a pas réussi. Il descend pas si bien que ça. Il est pas terrible. Pourtant il a envie de la gagne. Il a envie de la bonif. Ouais, si Vingegaard termine 3e de l'étape, il aura gagné. Au pire, il gagne 1 seconde par rapport à ce matin sur Tadej Pogacar, puisqu'il a pris 3 secondes au sommet de Jouplan et qu'il n'en perdrait que 2 s'il terminait 3e. Jonas Vingegaard n'a aucun intérêt à jouer quelque chose aujourd'hui. Il n'a aucun intérêt à prendre plus de risques qu'en prend Pogacar, au final. Non, lui il faut qu'il reste collé à Pogacar, il laisse faire. Pogacar il est en train de se limer un peu là derrière Rodriguez, donc il y laisse du jus. Et voilà, on va arriver aux 4 bornes. Donc si dans 1 kilomètre il n'est pas repris, lui de toute façon je pense que c'est fini. Je pense que Rodriguez va aller gagner cette étape. Il est jeune, Rodriguez, c'est un très jeune coureur. Il a 22 ans. 22 ans. C'est un 2001. Il a eu 22 ans cette année. C'est ça. Donc c'est colossal quand même. Carlos Rodriguez, 22 ans. Déjà à ce niveau-là, attention. Quand même, il a été... À 22 ans, j'ai porté maillot jaune pendant 12 jours. Moi j'avais 22 piges aussi. Eh oui. Ouais, mais... puis Pogacar a 24 ans, donc à 22 ans il était. Oui, Pogacar il a 24. Ouais, mais l'histoire retiendra que tu as porté le maillot jaune plus jeune que Carlos Rodriguez, et de loin, puisqu'il ne l'a pas encore porté. Vu qu'il ne l'a pas porté, Vincent, et tu l'as porté 12 jours, rappelons-le. C'est une des plus grandes épopées de l'histoire des coureurs français en jaune dans ces 30 dernières années, 40 dernières années même. Certains plus jeunes se rappellent Vaucler, d'autres Virenque. N'oublions surtout pas Vincent Marteau, c'était exceptionnel en 84, 12 jours en jaune pour illuminer ce Tour de France 84. 3 km de l'arrivée, Rémi Dos Santos et un coureur en tête, 2 poursuivants. Carlos Rodriguez qui est en tête avec quelques secondes seulement en avance sur Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Le trou est en train de se boucher. Ouais. En effet, Tadej Pogacar, on est dans des pourcentages peut-être un petit peu moins forts et du coup meilleur rouleur. Tadej Pogacar réussit peut-être à réduire l'écart avec l'Espagnol Carlos Rodriguez qui pourtant descend aux alentours de 85 km/h, 90 même. C'est effrayant. C'est tout à l'heure dans la descente du col de la Ramasse, on était à plus de 100 au niveau de la moto. Donc c'est vous dire si les coureurs descendent assez fort. Et c'est une descente technique, c'est des virages qui sont assez serrés. La route est pas très large. On est dans les Alpes, on est dans les montagnes, c'est normal. La route est plutôt de bonne qualité, malgré tout, heureusement. Mais il n'y a plus que 3-4 secondes d'avance pour Carlos Rodriguez par rapport à Pogacar Vingegaard. Il a peut-être pas arrivé il faut peut-être pas pour lui qu'il arrive avec Pogacar. Non, parce qu'au sprint, il sera évidemment bien moins rapide Carlos Rodriguez, et avec l'effort qu'il a fait déjà pour revenir, mais évidemment pour attaquer derrière dans cette descente, bien peut-être que ça peut lui coûter cher au niveau du sprint. Après, au final. Le revêtement est meilleur aussi. Tout à fait. Et ce qui peut-être donne des ailes à Tadej Pogacar. On va avoir une arrivée impressionnante, importante, Vincent Barthaud. Oui, Pogacar il risque peut-être d'avoir tout faux parce que s'il ne revient pas sur Rodriguez, s'il ne gagne pas cette étape, il aura eu tout faux, il aura voulu lâcher Vingegaard à 3 bornes et demie, ça n'aura pas marché et il aura loupé la victoire d'étape. Donc ça ne sera pas forcément une bonne journée pour lui. Je pense que Rodriguez c'est gagné. C'est gagné, ils se sont retournés. Pogacar s'est retourné après un virage, il s'est raté dans un virage, il s'est retourné, il a vu Vingegaard et c'était terminé. Ils se sont regardés. Adam Yates vient de faire la jonction. Exactement, Adam Yates vient de faire la jonction, il est en train d'emmener le groupe, il va essayer de faire quelque chose, mais le Britannique ne ramènera pas le trio sur Carlos Rodriguez qui est à 750 mètres de l'arrivée. Alors on n'a pas l'écart. Ils peuvent sortir Vingegaard du top 3. Mais ils peuvent empêcher. Faut empêcher Vingegaard de prendre des bonus. Exactement. En fait, Là, il est pas lent à Adam Yates. C'est pas le plus rapide au sprint, mais ça peut quand même, il peut quand même faire la différence. Va falloir être malin là pour Vingegaard. Ça va être une guerre des nerfs et c'est vous dire si ce Tour de France il va se jouer à coup de secondes. 10-6-4-0, c'est ça. C'est ça. D'ici le quatrième aura la place du con, comme on dit. Les 10, elles sont prises puisque Carlos Rodriguez devrait s'imposer dans les prochaines secondes. Il est dans le final là. L'Espagnol de l'Ineos, il vient de se retourner, mais il voit bien qu'il y a personne. Il va aller l'emporter. Voilà, elle est là au bout cette
cette ligne d'arrivée, 22 ans seulement et sa 3e victoire professionnelle. Il a gagné une étape du Tour du Pays Basque, il a gagné sur son championnat national. Carlos Rodriguez, vainqueur de cette étape, et juste derrière, Tadej Pogačar qui va prendre la 2e place devant Jonas Vingegaard. Adam Yates n'aura pas réussi à aller prendre les bonifs aux Danois, ce qui veut dire, messieurs dames, que Jonas Vingegaard aujourd'hui reprend 1 seconde au général à Tadej Pogačar. Ça se bat à coups de secondes sur ce Tour de France. Et 3e victoire espagnole dans ce Tour de France après Jon Izagirre dans le Beaujolais et Pello Bilbao à Issoire. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio fait son tour, la victoire de Carlos Rodriguez, 2e Tadej Pogačar, 3e Jonas Vingegaard. On voulait faire un conseil de classe, on n'aura pas le temps de le faire, mais on va juste mettre un immense avertissement aux motos Vincent Barthaud qui ont un petit peu quand même perturbé cette arrivée, cette fin d'étape. Exactement, oui, c'est pas normal. On est quand même dans le Tour de France, donc c'est quand même bizarre que les commissaires ne les aient pas jartés avant. Voilà, la moto de télévision, elle doit rester, mais je pense que c'était plutôt une moto de photographe. Mais elle doit dégager, donc 2 fois. Après, voilà, mais une fois sur l'attaque de Pogačar, une fois sur un retour de Carlos Rodriguez. Ouais, voilà, ouais. Alors Pogačar qui aura tout loupé, hein. On a voulu l'attaquer avec la Jumbo, il a montré qu'il avait du caractère, mais il a pas été assez clairvoyant sur la bonification quand Vingegaard a passé le sommet en tête, et puis après aussi quand Rodriguez est parti, il aurait dû être plus attentif, Pogačar, pour empêcher Rodriguez de partir pour aller gagner cette étape. Donc moralement ce soir ça ne doit pas être le top du côté de Pogačar. À voir demain, attention. Et on se retrouve demain évidemment sur Sud Radio. Le classement général, très rapidement, Rémi Dos Santos pour les 3 premières places. Le maillot jaune toujours pour Vingegaard avec 10 secondes d'avance sur Pogačar. Et alors, pour 1 seconde, ça se joue entre Carlos Rodriguez et Jay Hindley, parce que Hindley est arrivé près d'1 minute 45 après, donc c'est en train de s'affiner au niveau du classement, mais c'est soit l'Espagnol, soit l'Australien pour 1 seconde. Et on fera le point demain évidemment sur Sud Radio. Rendez-vous à 17h et non pas 16h demain, 17h sur Sud Radio pour l'arrivée du côté de Saint-Gervais-Mont-Blanc.